Et tac, voilà. Alors, bonsoir à tous. Là, j'espère que tu es en focus. Hein, je vois le carré blanc sur ma gueule, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est le cas. Mais si je suis flou, désolé. Le son, j'espère qu'il est bon. Je l'ai mis au minimum. Voilà. Bienvenue à tous sur Samuel Blick Digital. Aujourd'hui, on va voir la partie SEO. Donc, it is the one hour guide to SEO. Bref, ça vient en fait de moz.com. Si vous vous intéressez au SEO, moz.com, moz.com. C'est le meilleur blog de la planète sur ce qui se passe en SEO, depuis la base jusqu'au truc le plus avancé de l'univers. Chaque vendredi, ils ont une série qui s'appelle Whiteboard Friday, où c'est une vidéo de 10 minutes où ils abordent l'un des sujets justement, et vous allez trouver aussi de tout. Ils font ça depuis 2007. Voilà, son deck, ils n'ont pas arrêté depuis 2007, donc à une vidéo par semaine. Alors, donc, non, je ne suis pas forcément dans le cadre. Ouais, allez. Donc, One Hour Guide to SEO, on va voir donc les différentes parties et n'hésitez pas à poser des questions pendant, comme d'habitude. Donc, on va passer par ces différentes étapes. Donc, quand on va parler de SEO, quel que soit le projet que vous attaquez, quel que soit le niveau dans lequel vous êtes, ça va être toujours ces étapes. SEO stratégie, donc au début, on va établir nos stratégies. On va ensuite faire de la recherche de mots-clés, donc keyword research. Searcher satisfaction, donc trouver comment est-ce qu'on peut satisfaire les gens qui sont en train de chercher. Et de quelle manière? On-page optimization, on va optimiser les pages une à une pour les moteurs de recherche. Technical SEO, donc on va voir quelques aspects du côté technique. Alors, je dis technique, c'est basiquement de l'HTML que vous pouvez apprendre en littéralement 3 heures. Voilà, une vingtaine de termes à connaître. Enfin, sinon, googlez votre avis. Et ensuite, link building, qui est la partie la plus importante, mais que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas fait tout ça. Voilà. Alors, avant de commencer à parler de tout ça, je vais vous expliquer un peu comment ça marche, un peu l'historique du concept. Donc, on a eu Internet qui a commencé, les balbutiements, je ne vais pas aller jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et le réseau téléphonique qui était la base du truc, mais quand Internet a commencé et que c'était juste quelques serveurs qui étaient connectés entre les universités, c'était basé sur l'HTML. Donc, pendant les années 90, la mi-90, on a commencé à avoir Internet comme on le connaît aujourd'hui, donc avec des navigateurs, les protocoles HTTP, il n'y avait pas encore l'HTTPS, il y avait l'HTTP. Donc, je ne vais pas parler de technologie non plus. Je geek quand je parle de ça, donc je m'excuse d'avance. Mais il n'y avait pas de moteur de recherche à l'époque. Du moins, pas de moteur de recherche dans le concept actuel qu'est ma Google. Donc, il y avait des moteurs de recherche du type, il y avait d'abord des listings, donc un peu genre page jaune, mais pour les sites web. Ensuite, on a eu les premiers, AltaVista, Yahoo, qui est aussi l'un des plus anciens, Lycos, blabla, etc., mais qui étaient des moteurs de recherche qui n'avaient pas de résultats pertinents. Et, comme elle a le terme pertinence. Ils jouaient que sur les mots-clés. Donc, ils indexaient un peu toutes les pages qu'ils trouvaient et ils donnaient les résultats par fréquence de récurrence d'un terme. Si je cherche stratégie, ils vont montrer le site qui a le plus de fois le mot stratégie à l'intérieur. Et donc la combinaison de mon tag était qu'il il n'y avait pas, tu mets entre guillemets pour trouver la phrase exacte, etc. C'était un peu n'importe quoi, mais c'était déjà pas mal par rapport à ce qui existait avant. Enters Google, ou là, while Google appears. Donc, Google apparaît et il nous introduit le concept de pertinence. Comment est-ce qu'il a introduit ce concept de pertinence? Il s'est dit, ok, dans la vie, comment ça se passe? Les Martiens attaquent. Non? Non. Mars attaque? Il n'y a pas de souci. Très bien. Excellent. Donc après cette courte interruption par notre sponsor, The Dome Coworking, on revient donc à Google et la pertinence. Donc dans la vie, comment ça se passe pour gagner la confiance des gens? Ça marche par réputation. Donc, est-ce que vous avez une bonne réputation ou une mauvaise réputation? La bonne réputation ou la mauvaise réputation se construit à travers ce qui a été fait, donc les actions et les recommandations des gens. Donc, avant de savoir est-ce que tu as un asthme, je vais poser la question autour de moi, je vais dire, oui, c'est un gars bien, etc. Et plus la personne qui me recommande est un gars bien, plus je vais te faire confiance. En termes SEO et en termes de site web, c'est des liens. Les liens entrant vers ton site. Combien y a-t-il de sites qui vont pointer vers le tien? Si je pointe vers ton site, c'est que quelque part, je suis en train de dire qu'il y a de l'information utile sur ce site, ou vous allez trouver quelque chose d'intéressant sur ce site. Je peux utiliser ça comme argument dans mon article. Je peux
avoir plein d'exemples que je vais utiliser pour ça. Et donc, en introduisant ça, Google a trouvé le moyen de montrer quels sont les sites les plus pertinents. Les sites qui avaient le plus de liens étaient les sites les plus pertinents. Bien sûr, collés à la partie mots-clés qui existait déjà. Donc, je vais te montrer quelque chose de pertinent et qui a les mots-clés à l'intérieur. Ils ont rajouté un algorithme de sémantique aussi, donc la signification des mots. C'est pour ça que Google sait qu'est-ce qu'on est en train de chercher à travers les termes qu'on est en train d'utiliser pour faire la recherche. Couple ça avec le nombre incroyable de personnes qui cherchent dessus, donc ils savent que statistiquement, les gens qui cherchent ce type de truc, en utilisant ces termes-là, vont beaucoup plus aller sur ce site et ce site. Ensuite, ils vont les classer suivant les signaux d'engagement que les sites vont donner. Combien de temps les gens vont rester à l'intérieur, le nombre de pages qu'ils vont visiter, etc. Donc si tu rentres dans un site, tu te barres direct, c'est un mauvais signal pour Google. Si tu rentres dans un site et tu restes 25 minutes et tu vas voir 35 pages, c'est un site qui est assez bon. Tu es en train d'apprécier ce qu'il y a. Donc l'expérience utilisateur, le temps de chargement du site, tous les trucs qui font qu'on a une bonne expérience en naviguant sur un site web. Donc, bien sûr, les êtres humains étant des êtres humains, assalamu alaikum, marhaba bikoum. Fadlo. Donc, les êtres humains étant des êtres humains, ils ont compris le truc, ils se sont dit, ok, on va faire des sites et on va pointer vers nous-mêmes. Google n'était pas content. Ils ont sorti un nouvel algorithme qui a maintenant appliqué tout ce qu'ils ont su, mais pour analyser la qualité des sites qui pointent vers les autres sites. Et du coup, maintenant, il faudrait que, pour l'interne site web, vous pointez à le site web TAE, il faudrait qu'il y ait une relation entre la page TAC et la page d'y aller. Si tu vends des bonbons et que moi je suis dans le pétrole, what are you doing? Tu vois ce que je veux dire? À part si, en vendant des bonbons, tu as travaillé avec mon entreprise et tu as fait un article qui parle de moi, je suis un super gars dans le pétrole qui a investi dans l'entreprise des bonbons. Oui, là, il y a du sens, il y a une alaqa entre les deux. S'il n'y en a pas, Google, il te casse le truc et limite, il te pénalise ou jusqu'à des trucs extrêmes où il les élimine complètement de l'indexation. Bref, donc, à travers ça, à chaque fois, les gens ils comprennent le truc, ils essayent de hacker le système, et Google les comprend, il introduit des algorithmes. Maintenant, ils sont une vingtaine d'algorithmes à peu près pour décider de qu'est-ce qui va se classer sur Google en haut, en bas. Mais grosso modo, c'est la qualité du contenu, est-ce que ça répond à l'intention de recherche que j'ai. Deuxièmement, c'est est-ce que le site a beaucoup de liens entrants de qualité. Et ensuite, c'est tous les métriques de signaux, est-ce que les gens restent longtemps dans le site, le nombre de visites, le temps moyen passé dessus, etc. On est bon? Très bien. À partir de là, donc, maintenant on va commencer à faire notre stratégie. 1. SEO strategy. Alors, primo, comme on a vu dans toutes les autres formations, quels sont mes objectifs business? Qu'est-ce que j'essaie de faire? Est-ce que j'essaie d'augmenter mon chiffre d'affaires? Est-ce que j'essaie d'avoir plus de clients? Est-ce que j'essaie de retenir plus mes clients? Est-ce que d'après le business que fait, le cas on a des métriques qui nous intéressent par rapport à notre entreprise. On va définir ça clairement. Je sais pas si on a vu les SMART goals. Ok, SMART goal, SMART pour un spécifique, M pour mesurable, donc SMART A, attainable, SMART R, donc non, pertinent en anglais c'est non, pertinent. Le terme pertinent, tu le traduis. En anglais. Non, c'est relevant. Voilà, relevant. Et T, timely, donc défini dans le temps. Un exemple de goal définissable. Là, ma boîte, c'est bon, c'est la fin de l'année, on est en train de clôturer le bilan, je sais combien de chiffre d'affaires j'ai fait, combien de dépenses on a eu, les clients chaque ado, j'ai toutes mes métriques, c'est bon, je sais ce que j'ai fait cette année en 2021. L'année 2022, mon objectif, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires de 5%, par exemple. Je sais que j'ai déjà fait des augmentations de 5%. Allez, je vais mettre 7, 10%, ça reste réalisable. Maintenant, je veux augmenter mon chiffre d'affaires de 10% d'ici, donc, l'année prochaine, je l'ai défini dans le temps. Est-ce que c'est pertinent? Plus d'argent pour une entreprise, ça a tendance à être pertinent. Donc, ensuite, est-ce que c'est réalisable? Oui. Est-ce que c'est atteignable? Il faut donner les moyens. Donc, je vais définir quels sont les moyens que je vais rajouter en recrutant des commerciaux, des machins. Je donne les moyens. Et en faisant une campagne de communication et tout. Et voilà, j'ai mes trucs qui sont... J'ai mon objectif SMART. Pour fixer un intervalle de temps bien précis. C'est ça, c'est pour une année. Donc, d'ici à 31 décembre l'année. Je peux aussi le faire pour le trimestre, là, pour le semestre, là, pour le mois. Bref. Donc, j'ai mon business goal, c'est bon. Maintenant, je vais traduire ce business goal en marketing goals. Maintenant, ok, maintenant mon outil c'est le marketing. Comment je vais faire pour atteindre cet objectif d'augmentation de chiffre d'affaires?
Donc, je vais faire, par exemple, si mon business se base sur Internet, donc, et j'ai un site web, je vais avoir plus de trafic sur le site web parce que c'est du e-commerce et du coup, plus de trafic égale à plus de ventes. Je vais donc, ma métrique principale, ça va être trafic. Ensuite, je peux dire, je peux avoir aussi le taux de conversion TAE, le coût par conversion, tout ce qui concerne la vente sur mon site web, je vais devoir l'optimiser, donc augmenter mon taux de conversion, baisser mon coût par conversion, faire en sorte que j'ai des acheteurs récurrents, donc j'ai des gens qui ont déjà acheté chez moi, je sais que s'ils ont acheté ce type de produit, ils sont plus à même de venir et acheter cet autre type de produit, etc. Donc je vais faire du upscaling, du cross-selling, toutes les techniques qui peuvent exister. Donc, voilà mes métriques, mes objectifs marketing, donc l'objectif principal et les objectifs secondaires. Voilà comment je peux les mesurer. Si ce n'est pas mesurable, on ne peut pas le mettre. Donc, voilà comment je peux les mesurer. Donc, j'ai mes KPI pour pouvoir faire mes rapports derrière et savoir où la nif tarik mliha ou la la. À partir de là, une fois que j'ai défini mes objectifs, donc, ça va donner un truc comme ça. Donc, ça, c'est un exemple. Alors, je vais vous mettre cette présentation en ligne. Je vais vous la partager sur l'email que je vais envoyer à tout le monde par la suite. Donc, Business Goals, donc là, Hadia, c'est une boîte, si je me rappelle bien. Non, c'est pas ça, ça c'est après, je confonds mes slides. Online Soccer, ah, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est une boîte qui vend des t-shirts de foot, donc soccer jerseys, sales to a web-savvy, custom-heavy audience. Marketing Goals, voilà comment il les transforme. SEO stratégie, voilà ce que ça va donner. Bref, donc c'est un exemple pour voir, visualiser un peu la chose. Est-ce que tu peux... Yes, pardon, je reviens. Prendre un exemple concret, par exemple, si je prends l'entreprise de Ok. Zohar. Zohra. Moi aussi, parce que j'ai une copine qui s'appelle Zohar et on en a parlé aujourd'hui, donc ça m'a fait normal. Vous avez choisi le pire. Arrête. C'est joli Zohar aussi. Toi, t'aimes pas parce que tout le temps on confond ça avec ton vrai prénom. Oui. Voilà. Oui. On va t'appeler Zola. Donc, Amel Zola. Oui, Amel, c'est ma petite sœur. Très bien. Non, mais Amel Zola, Émile Zola. Bref. Donc, Zohra. Très bien. Ton business. Tu vends des parures de drap, donc confectionnées, quantité limitée, mais c'est du sur-mesure, c'est machin, etc. Et tu veux vendre ça sur ton site web. Aujourd'hui, c'est pas encore applicable parce que tu n'as pas d'objectif déjà atteint, tu sais pas combien tu pourrais faire sur un site web. Mais on va prendre l'existant. Donc aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux et tout, tu vends quantité X. Donc, et tu sais qu'il y a des périodes où tu vends plus, des périodes où tu vends moins, donc tu connais à peu près, et tu sais qu'en mettant plus d'efforts, tu pourrais atteindre un certain... On va dire qu'une augmentation des ventes de 10%, c'est pas un truc impossible. Très bien, tu vas avoir ton site web, et on sait que le taux de conversion moyen sur un site web, il tourne autour de 0,5%. Ensuite, dépendant des secteurs, tu vas avoir plus. Si tu as moins, c'est que vraiment tu fais mal ton boulot. Mais basiquement, donc, tu as ton stock, tu as ton site web, tu as tes réseaux sociaux qui existent déjà, tu as déjà une communauté qui est déjà construite, et tu peux commencer à inciter les gens à venir sur ton site web en leur donnant des remises de 5% par exemple sur leurs achats. Ça va booster la visibilité de ton site, ça va donner plusieurs indicateurs à Google que ton site est bon, et tu vas commencer à te faire indexer facilement. Sauf que pour le SEO, ce qu'on va voir tout à l'heure, il ne suffit pas d'avoir un site e-commerce joli, tu n'es pas la seule, il y en a des centaines de milliers, et qu'est-ce qui va te différencier? Ça va être le contenu que tu vas créer. Et le contenu que tu vas créer, ce n'est pas tes produits. Tes produits, ça va être assez statique, à part si tu fais de nouvelles collections, et tu ne vas pas faire de nouvelles collections tous les jours. Donc, ce que tu veux faire, c'est avoir un blog, ou quelque chose qui ressemble à ça, où tu vas pouvoir publier du contenu qui est en relation avec ce que tu fais, mais qui est quelque chose de riche et que tu peux actualiser le plus souvent possible. Voire demander à ta communauté de proposer des articles, et donc tu fais des user-generated content. Bref, l'idée c'est d'avoir un maximum de contenu sur ton site. Pourquoi un maximum à une haute fréquence? Google adore le contenu. Plus il y a du contenu sur Internet, plus lui il peut référencer des trucs, plus il peut proposer du contenu, plus les gens restent sur leur moteur de recherche. Tout comme si vous faites beaucoup de vidéos, sur YouTube c'est bien, les réseaux sociaux qui m'ont donné la dernière fois. Bref, donc vous avez tout ça, et tu commences à publier du contenu dessus, et tu améliores ton référencement au fur et à mesure. On revient à nos business goals, tu veux vendre plus. Tu veux attirer plus de trafic
plus de trafic, donc je vais créer du contenu pour le référencement. Je vais, donc pour augmenter mon trafic, je vais aussi faire des campagnes publicitaires, donc Facebook Ads, Instagram, Google Ads, etc. On ne touche pas aux autres, ça coûte trop cher en Algérie. Ensuite, tu vas faire des campagnes avec des influenceurs aussi. Donc, tu as tous les moyens que tu as pour pouvoir attirer plus, avoir plus de visibilité, donc top of funnel. Et ensuite, tu vas avoir d'autres campagnes qui vont être directement pour les sales. Donc, pour attirer des gens vers le site et faire de la vente. Hamlek, les KPI et comment j'ai transformé mon objectif business en objectif marketing. Ensuite, chacun de ces aspects, je vais aussi aller en profondeur pour voir quel type de contenu je vais créer, de quelle manière. Donc, on revient à la formation Content Management Leader. Pour la partie Ads, voilà les campagnes que je vais faire par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois sur Facebook Ads, bien que je vous ai montré comment l'outil fonctionne, mais pas du truc. Mais voilà, basiquement, Hamlek Gaouchande. Et ensuite, tu mesures pour voir si tu es allé vers succès ou non. Ça répond à ta question? Oui, très bien. Parfait. Donc, SEO method. Donc, rank for low need, très bien. Quand on commence surtout, donc, alors, concept, Google va donner des scores à chaque site. En fait, il ne donne pas un score à chaque site, il donne un score à chaque lien, à chaque URL. Donc, chaque URL existe sur le site, il y a un score. Bon, on devine ça parce que Google ne communique pas cette information, mais si on a de bons algorithmes de machine learning, on peut faire un reverse engineering sur le truc pour pouvoir le calculer. Donc, en admettant qu'ils donnent des scores de 0 à 100, si tu es youtube.com ou google.com, tu as un score de 99-100. Si tu es le site de Zohra, non pas Zohra, j'ai essayé de ne pas dire la connerie, juste. Si tu es le site de Zohra et que tu as commencé hier, tu as un score de 1. Parce que tu n'as ni ancienneté, ni crédibilité, ni rien. C'est qui m'a واحد ضم حومه جديده تقول واحد ما يعرفو, personne ne va lui faire confiance. Si je viens m'installer في حومتك, toi tu m'as déjà vu, mais ولاد حومتك الاخرين اللي ما يعرفونيش, قول لهم سلفوا لي دراهم. Non, juste non. Il n'y a même pas besoin d'explication. Tu viens d'arriver, qui tu es, je ne sais pas qui. Non. Donc, même principe. Donc, on va commencer à construire notre réputation et essayer de se classer sur certains mots-clés. Sauf qu'on ne peut pas attaquer directement, par exemple, parure de drap. C'est un mot-clé ultra vaste. Enfin, drap, allez, déjà, drap. C'est la folie. Si je cherche drap, c'est Wikipédia qui sort en premier, définition du drap, etc. Donc, pour ces mots-clés qui sont à très très forte demande, donc avec un volume de recherche énorme et une difficulté de ranker énorme. Difficulté de ranker énorme, salut. Donc, difficulté de ranker énorme, voilà, parce que il y a énormément de concurrence sur ces mots-clés-là. Il y a beaucoup de sites qui ont une énorme réputation, qui existent depuis très très longtemps et qui ont beaucoup de contenu autour de ce sujet. On ne peut pas aller les concurrencer directement. Donc, après on va le voir, il y a un graphe de difficulté, etc. qu'on peut voir. On va commencer par les mots-clés les plus faciles, avec très peu de volume de recherche, mais avec une haute conversion. Yes? Ah pardon, je pensais que tu avais... Il n'y a pas de souci. Donc, un exemple, si on va sur l'exemple des t-shirts de foot, ou là, on va sur le tien, t-shirt tag. Donc, le mot t-shirt, très complexe. T-shirt imprimé, pas mieux. T-shirt imprimé Alger, déjà, tu passes de 10 millions de recherches à 100 000 recherches. Ensuite, t-shirt imprimé Alger avec la phrase tag. Là, par contre, tu tombes à 10 recherches, voire 0. Donc, tu vas commencer à chercher quels sont ces termes qui existent, qui n'ont pas un gros volume de recherche, mais qui sont... Tu sais, si quelqu'un cherche t-shirt, imprimé, Alger, tel truc, c'est quelqu'un qui va acheter ce truc. C'est pas où fabriquer t-shirt. Tu vois, il y a une différence. Tu vas chercher différemment si tu es dans le côté achat ou le côté production. Toi, tu vas pas chercher de la même manière que moi qui vais l'acheter, le truc. Donc, plus tu rentres dans la niche, moins il y a de recherche, mais plus il y a de conversion. Enfin, relativement. Donc, on va aller sur ces mots-clés-là de niche au début pour pouvoir justement se classer sur ces mots-clés-là de niche. Même si on n'a pas 100 000 visites char, on a 10, 20, 30 visites, mais ce sont des visites avec un CTR élevé et un taux de conversion élevé. Donc, pertinent. Très pertinent pour nous. Et ça, justement, sur la partie SEO, c'est là où tu veux commencer quand tu es tout en bas. Ou alors quand tu attaques un nouveau domaine, ou un nouveau type de produit, etc. What SEO can do. Alors, qu'est-ce que le SEO peut nous faire? C'est justement draw in. Alors, on peut attirer une portion du trafic qui existe sur certains termes de recherche. Qu'est-ce que le SEO refrain from doing? Donc, ce qu'on ne peut pas faire, c'est faire du branding. On ne peut pas construire une marque avec le SEO. Parce que le SEO ne va pas générer du trafic. C'est quelque chose qui existe. Il va orienter. Il va orienter. Non.
Il y a des recherches qui existent, je vais me placer là. C'est comme si, tu as vu le gars avec un panneau publicitaire Ftreg. Ce mec-là, il ne peut pas construire du branding. Il y a des gens qui passent à côté du magasin et je vais choper quelques-uns d'entre eux, surtout si je suis dans un mall, par exemple. Donc il y a beaucoup de trafic et je vais attirer une partie des gens qui sont en train de venir par là, tout comme le crieur, ah, sardine, ah, sardine. Ok, sardine, tout le monde va en manger, c'est quelque chose qui est standard, les gens aiment ça. Donc je vais quelque part où il y a des gens et je vais gueuler qu'il y a du sardine. Une partie des gens qui sont là vont sortir pour acheter du sardine de chez moi. C'est bon? C'est ça que le SEO peut faire. Oui? Je ne sais pas si c'est un peu poussé par rapport à la suite, Bien sûr. mais moi je me suis toujours demandé, par exemple si on écrit Yassir, Oui. et il y a Koussa qui va arriver en premier, parce qu'elle lui a piqué son référencement ou... Quasi impossible à réaliser. C'est-à-dire On peut le faire, on peut apparaître en pub, mais on ne peut pas apparaître sur la partie SEO sur ce type de truc. Si tu es Yasser et que je suis Koussa, Oui. si je veux me référencer moi sur le mot Yasser, faut que je me lève très très tôt et que je passe énormément de temps dessus. Impossible n'est pas impossible, c'est juste que c'est vraiment, en termes de difficulté, on est bien en haut. Oui, mais pourquoi Koussa il arrive à se référencer? Ah, il peut se classer en deuxième, facile, Oui. pas en premier. Parce que tu peux pas prendre mon name brand, tu peux pas me le choper. Tout mon contenu ça est collé avec le mot Yasser. Mais il y a des marques qui font ça, qui te disent, par exemple, je sais pas moi, tu vas écrire Koussa DZ, et Yassir il va écrire alternative Koussa DZ. Oui, mais il va sortir en deuxième toujours. Yasser a un avantage dans ça, c'est parce que lui, étant plus ancien et en plus de trafic, pourrait arriver avant Koursaf ce type de recherche. Et encore, c'est vraiment difficile, même pour Yasser. L'un des champions du monde en Algérie par rapport à ça, c'est Watknes. Watknes, le site qui a le plus de trafic en Algérie, le site algérien qui a le plus de trafic. Et en moyenne 17 minutes de temps passé sur le site, je ne me rappelle même pas le nombre de pages vues, c'est un truc de fou. Et tout leur contenu est généré par les utilisateurs. 1 million de visiteurs. Non, la balle, les chiffres qu'ils ont, c'est pas un truc que tu vas pouvoir faire demain, toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux concurrencer Watknes sur le mot Watknes, il fallait se réveiller à 20 ans, quoi. Mais par contre, si Watknes, demain, il veut attaquer ton business, il te bouffe. Cru. Il n'y a pas de problème. Quel que soit ton type de business. Parce qu'il a le poids nécessaire en Algérie. Par contre, si Watkins veut aller attaquer le Bon Coin en France, ah ben là, il aurait fallu qu'il se réveille aussi 20 ans en avant en France. Tu vois ce que je veux dire? Alors, parce qu'il y a plein de critères. Il y a l'ancienneté joue énormément. Parce que l'ancienneté de toutes les URL que tu as qui ont le terme Watkins dessus, et sur Watkins il est partout le terme, donc déjà sur mon brand name je l'ai capté. Ensuite Watkins sur la partie immobilier, voiture, électronique, tout ce qui se vend, Watkins est dessus. Même les services, même les oiseaux, les moutons, ils font tout sur ce site. Donc j'avais bossé avec un gars qui avait un comparateur de prix donc en Algérie qui s'appelle Webstar Auto, Webstar Electro aussi. Donc, et il voulait justement gagner de la visibilité pour la partie Webstar Electro en 2014. Donc il faisait 20 000 visites par mois alors que Webstar Auto était à 500 000. Donc il a commencé à travailler sur le référencement, je lui ai donné les conseils qu'il fallait et tout. Et effectivement, le site est passé de 20 000 visites par mois. Au bout de 6 mois, il était déjà à 200 000. Parce que c'était un secteur à très très faible concurrent. Il n'y avait pas de concurrent, à part Watkins. Et du coup, il savait qu'il n'allait jamais atteindre la place numéro 1, mais il avait gagné la place 2, 3 et 4. Et là, ça lui donne... Exactement. Donc, il a réussi son objectif. Webstar Auto, par contre, qui était le premier comparateur de prix pour automobile, qui c'est qu'il a bouffé? Autobip. Pourquoi? Autobip, t'as Watkins. Voilà. Du coup, c'est par rapport à ça que je te parle de ça. Donc, concurrencer quelqu'un sur son mot-clé principal, qui est son nom de marque, c'est extrêmement difficile. Et c'est pas forcément... Possible. Oui, mais C'est possible. c'est comme si je te... Oui, Pardon. mais bien sûr. C'est possible si on le fait à travers Google My Business, par exemple. Non. Business, c'est comme Mazal Madalou, chez Ah oui, non, mais là, oui, ça c'est le risque de non-présence. Là, tu peux le bouffer aussi. S'il n'a pas aussi acheté le bon nom de domaine, par exemple, toi, demain, tu lances zohra.dz et moi, j'achète le .com, le .net, le .fr, le .gaetek et je commence à travailler sur le SEO en même temps gaetek. Ah, je vais te tuer. Il y avait un truc qui est arrivé de la sorte avec Julia et Yassir. Par rapport à Yassir Market et Julia, Ouais. l'un des deux n'avait pas super méga rapidement sécurisé le nom du domaine. Ouais. Du coup, l'autre a acheté. Ouais. Il a Police.
Mais ça, par contre, c'est facilement contestable. Tu peux contacter le... Parce qu'il y a des sites qui s'appellent Whois, donc il y en a plein. Les Whois, tu mets le Whois, tu donnes le nom de domaine, ils vont te donner chez qui ils sont enregistrés, plein de détails dessus. Mais au moins, tu peux contacter la boîte qui les héberge. Et si tu prouves que le nom de marque, un trademark Tao, donc tu as la propriété intellectuelle dans tel pays, tu peux leur dire je vous attaque en justice, bonjour. Et on peut racheter comme Meta a fait ça. On peut Oui, racheter mais justement, si tu vois, tu as déjà le trademark, Oui. mais ça, c'est les États-Unis. Tu achètes un truc, tu as automatiquement le trademark. C'est un peu plus compliqué ici. Mais basiquement, voilà, si toi, tu avais la boîte qui s'appelle Meta, bah, je te paye pour acheter le truc. Avec Voilà. Tesla aussi, c'est passé. Oui, non, avec plein de boîtes. J'étais en train d'écouter Joe Rogan ce matin et il avait acheté justement Joe Rogan sur Instagram, le handle @Joe Rogan. Lui, il avait @Joe Rogan Experience. Et il a trouvé le gars qui s'appelait Joe Rogan, qui n'utilisait pas vraiment son Instagram. Il l'a contacté, il lui a payé quelques milliers de dollars pour avoir le nom le handle. Et ça arrive souvent. Bref, mais ça, c'est d'autres. Là, on est sorti du SEO. Donc, pour revenir à notre truc, voilà. Donc, alors, ça, c'est links plus engagement. Donc, plus un site a des liens et de l'engagement, plus il va être fort et avoir du poids en termes de référencement. Et là, c'est la timeline qu'on va avoir sur 3 à 6 mois, 6 à 9 mois, 12 à 18 mois. Au début, on va aller sur Rank a Little. Donc, sur les mots-clés, tu as les sons de niche, super toile, très faible recherche, etc. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de liens ni beaucoup d'engagement. Par contre, en 3 à 6 mois, on peut ranker faire. Une fois qu'on a établi une bonne base sur ça, et qu'on a entouré le mot, par exemple, t-shirt Alger imprimé, avec toutes les extensions qui existent, on commence à apparaître dans t-shirt Alger imprimé tout court. Et là, on va commencer à aller sur t-shirt Alger imprimé, t-shirt Shalaga imprimé, t-shirt Ainla imprimé. Tu entoures Alger kinétique parce que tu es en train de construire ton relevance sur tous les quartiers d'Alger. Et du coup, tu es relevant sur Alger. Aussi connu sur la stratégie Berlusconi. Je ne déconne même pas. Je vais vous expliquer, oui. Je voulais te dire, donc, pour arriver justement à ce stade de référencement, il faut qu'en parallèle, on fasse des actions quand même... Création de contenu. Voilà. Texte. Uniquement de création de contenu, ou est-ce qu'il faut faire aussi tout ce qui est campagne publicitaire? Rien à voir avec la publicité. Tu peux en faire autant que tu veux, tu ne vas pas pouvoir te ranker en termes de SEO. Donc là, on est sur de la création de contenu texte, tout le temps, Exactement. sur mon site et sur les réseaux qui sont linkés à mon site web. Les réseaux ne vont pas influer, à part indirectement grâce au trafic. C'est tout. D'accord. Ouais. C'est-à-dire, Mais si, pardon. Oui, bien sûr. Des articles. Vas-y. Et si par exemple dans mes réseaux je fais des call to action qui renvoient sur mon site, est-ce qu'il ne serait pas intéressant justement que j'ai le même volume de texte sur mes réseaux et sur mon site? Non. Aucune corrélation whatsoever. Et je vais arriver sur la partie réseaux sociaux pour vous expliquer. Les réseaux sociaux, quand on parle de SEO, le seul truc intéressant à faire, c'est que ça peut ramener du trafic. Et le trafic, c'est un signal positif. Par contre, si ça te ramène une tonne de trafic et que les gens se barrent très vite, c'est un signal très négatif. Voilà. Bref. Ouais. Après, quand on dit création de contenu, c'est par exemple pour un site vitrine. Blog. C'est pour ça que plein de sites ont un blog, c'est pas pour rien. Parce que le blog, tu peux coller tout et n'importe quoi, des news, mais tu vas créer du contenu qui va parler de ce sujet sur lequel tu veux être référencé. Parce que sinon, effectivement, sur le reste de ton site, tu ne peux pas faire grand-chose. Ouais. Donc, pourquoi la stratégie Berlusconi? Parce que Berlusconi, je ne sais pas si vous avez connu votre histoire, je suis là, comment il a explosé en Italie. Alors, Berlusconi est un gars des médias, un peu comme Trump aux États-Unis. Sauf que, si demain je vais en France et que je veux faire la concurrence à TF1, France 2, enfin France 2, M6 et les grandes chaînes françaises, l'investissement serait colossal en termes de publicité, en termes d'investissement, infrastructure, etc. Donc, c'est des milliards d'euros, des centaines de milliards d'euros. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait Berlusconi? Pareil en Italie, il a commencé par ouvrir des stations locales, régionales. Donc, et il a couvert toute l'Italie en une dizaine d'années. Et du coup, il avait un réseau aussi grand et aussi vaste que les grandes chaînes nationales, avec un investissement 10 000 fois plus bas. Et grâce à ça, il commençait à sortir sa propagande. Voilà. Donc,
ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à créer du contenu, j'ai créé 2-3 blogs avec mon nom et j'ai commencé à poster quelques articles. Quand je dis quelques articles, 3-4 articles sur chacun des blogs, mais l'autre, ils ne faisant rien du tout. Et en étant en Algérie, il n'y a pas beaucoup de concurrence sur mon nom à moi. Donc, pareil, j'ai fait la même chose sur les réseaux sociaux où je partageais les liens vers les réseaux terrés, etc. Et du coup, ça a créé du trafic et du machin. Et quand je dis du trafic, si j'attire 100 personnes dans l'année champion du monde, parce qu'on parle encore d'un terme qui n'a pas beaucoup de recherche dans l'absolu, donc je l'ai poussé jusqu'à au-delà de la 10e page. Et j'ai couvert tout le reste avec des résultats à moi. Donc, on peut faire ça avec. Ensuite, une fois que j'ai eu ça, j'ai commencé à créer du contenu autour des sujets sur lesquels je veux me faire référencer. Technologie, SEO, réseaux sociaux, création de contenu. Voilà. Et c'est comme ça qu'on devient notoire sur un domaine. Une référence. Yes. Donc, the SEO Growth Path, donc c'est un peu ce qu'on a expliqué, 3-6 mois. Donc, sur 3-6 mois, begin to rank for things in the long tail of search need. Alors, long tail, vous connaissez le principe de la traîne, la longue traîne? Alors, le Pareto, la loi de 80-20. Donc, si on rentre dans un magasin, une épicerie, n'importe quoi, 20% de ses produits lui font 80% de son revenu. Et du coup, 80% de ses produits lui font 20% de son revenu. Et du coup, sur un graphe, ça va donner un truc comme ça. Et cette partie-là, c'est la traîne. La traîne, the long tail, sur Internet, elle est énorme, elle est interminable. Parce que chacun a certaines recherches. Bien sûr, on a toujours 20% des recherches qui font 20% des résultats qui font 80% des recherches. Et le reste, c'est à l'infini. Sauf que la surface lemna, elle est supérieure à celle-là. C'est ça la stratégie d'Amazon. Amazon, ils ont leurs produits phares qui sont dans les Amazon warehouses pour pouvoir les livrer rapidement, parce qu'il y a une très grande demande dessus. Mais si tu as un produit, une sculpture تاعك, تقدر تبيعها في Amazon وعندك حبة في الدنيا قاعدتك في الفون تاع الترند هذيك. Mais ils vont gagner du revenu grâce à toi. Et c'est ça la force de ce genre de business model sur Internet. La longue traîne est extraordinaire. Donc on va se classer sur les mots-clés de la longue traîne هذه. Et jusqu'à 20% qui sont super puissants. Donc, une fois qu'on a déterminé cette stratégie, on sait comment pouvoir attaquer notre référencement. On va attaquer la partie keyword research, donc la recherche de mots-clés. Alors, ne focussez pas sur le terme mots-clés, ce n'est plus ça qui est important dans le SEO. On colle des mots-clés dans un site, et magiquement on se classe. Ce n'est plus le cas du tout, mais vraiment du tout. Donc, il faut understand the search demand landscape so you can craft more optimal SEO strategies. Donc, prenons un domaine, l'hôtellerie. Donc, dans ton domaine, il y a certains mots-clés qui vont être récurrents. Tu les connais du fait que tu travailles dans le domaine lui-même. C'est quels sont les mots que les clients que vous avez utilisent pour définir ce qu'ils cherchent. Du coup, c'est une petite indication ça devrait être ça, logiquement, ce qu'ils tapent sur Google pour trouver votre hôtel ou vos services, le resto ou, comment ça s'appelle, la salle de réunion, etc. Donc, à partir de là, toi, tu commences avec ça comme base et il y a désolé du terme, il y a un chier d'outils sur Internet pour pouvoir, justement, à partir de ces mots-clés, trouver les autres mots-clés associés, trouver le volume de recherche, la difficulté, et tout. Il y a plein d'outils, je vais vous en recommander quelques-uns après. Donc, on va utiliser cette base pour construire notre portefeuille de mots-clés et comprendre landscape Tana, donc Le champ d'action. notre champ, le champ lexical en fait. Dans ce truc, c'est vraiment le champ lexical. Donc, le champ lexical du domaine dans lequel on travaille, sauf que ce n'est pas le champ lexical pour les linguistes, ça va être le champ lexical que les gens utilisent concrètement sur les moteurs de recherche. Donc, si on va parler d'hôtellerie, donc il y a hôtellerie, hôte, resto, nuitée, réservation, chambre, voilà, garde la face, donc qualité de service, plus rajoute avec donc le coin où vous êtes, donc géographiquement où vous êtes. Aéroport. C'est ça, proximité aéroport, facilité, stationnement, garage, tout ce que tu peux imaginer en relation avec eux, c'est ça le champ lexical TACOM. Une fois que tu comprends ce que les gens sont en train de chercher, tu as ton portefeuille de mots-clés, tu commences à créer une liste des termes et des phrases qui matchent le marketing goals achievable in rankings. Donc,
voilà mon champ lexical, voilà mes marketing goals, quels sont parmi ces termes les trucs qui sont le plus en relation avec ce que je veux atteindre. Par exemple, le mot garage, j'en ai absolument rien à faire. C'est pas un truc qui va convertir pour moi. Par contre, le mot réservation de chambre, il est tout là-haut. C'est un peu comme filtrer la première phase. Comme filtrer la première phase. Tu filtres le champ lexical que tu as déjà. C'est un peu ça. Oui, mais justement, tu vas les classer en termes d'importance par rapport à ton business. Et ton classement ne doit pas venir de juste de ce que toi tu sais. Il faut aussi checker, il y a des outils qui vont te dire combien de volume de recherche il y a dessus, est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de payer des campagnes publicitaires sur Google Ads dessus. S'il y a des gens qui payent dessus, ça veut dire que ça convertit. Très simple. Plus ils payent cher, plus ça convertit. Et comment tu peux rivaliser, comment tu peux rivaliser justement avec les gens qui payent? C'est pas ton but, là tu es en train de faire du SEO. Les gens qui payent, c'est très simple. Tu payes, tu apparais, il y a une partie du trafic qui est convertie, mais du coup, tu dois calculer ton retour sur investissement par rapport au coût par clic et le coût par conversion. Là, tu n'as pas de coût par clic et tu n'as pas de coût par conversion. Non, mais moi, vu que je base toute ma stratégie sur le SEO. Non, c'est pas une bonne idée. Enfin, non, je te prends un exemple un peu réducteur, mais si je dois baser ma stratégie uniquement sur le SEO. Tu vas attendre longtemps, du coup, pour avoir des résultats. Voilà, c'est-à-dire que je vais récolter en fait les miettes. Pas vraiment. On va prendre le cas à l'Algérie. Une stratégie qui prend 18 mois en Europe, aux États-Unis à donner des fruits. En Algérie, ça prendra 3 à 4 mois. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent sur le SEO en Algérie. Par contre, dans ton domaine, dans l'hôtellerie, tes concurrents, ce n'est pas forcément des gens nationaux. C'est des multinationales, tout comme qui sont là et qui ont des moyens et qui travaillent aussi sur le SEO. Donc il va falloir se réveiller plus tôt. Par contre, ce qui est à ton avantage, c'est qu'ils ne savent pas le faire. Ils font du grand n'importe quoi. Ils n'ont pas d'articles intéressants à trouver sur leur site. Leur site, c'est un truc pour réserver des nuits d'hôtel, point final. Voilà. Donc, tu vois, il y a des inconvénients, c'est ton SWOT, donc il y a des forces et des opportunités, des risques. Bref. Ensuite, prioritize keywords investments, donc sur lesquels je vais investir en priorité, qui sont the most important, high ROI, donc un ROI très élevé, et qui work first. Donc, je vais vous montrer après un tableau, donc ça va être un tableau de décision avec plusieurs critères qu'on va mettre ensemble pour pouvoir décider sur quel mot-clé on va commencer à travailler. Ensuite, match keywords to pages on your site to find the gaps. Donc là, je vais avoir, dans mon tableau, je vais avoir les mots-clés TA. Quelles sont les pages qui adressent ces mots-clés-là? Donc, qui parlent, chaque mot-clé, ça va être un sujet. Donc, est-ce que j'ai une page qui parle de ce sujet? Donc, je vais trouver des mots-clés où j'ai des pages. J'ai trouvé des mots-clés, j'ai pas de page. J'ai trouvé des pages qui n'ont pas de mots-clés. Voilà, correspondant. Je parle d'un sujet qui ne fait pas partie des mots-clés que j'ai trouvés. Voilà. Ensuite, understand the different varieties of search results. Donc, là, c'est... Alors, search results, on va rencontrer ce terme plusieurs fois. C'est SERP, S-E-R-P. Search Engine Result Page. C'est la page de résultat d'un moteur de recherche. Une page de résultat du moteur de recherche, elle peut avoir plusieurs formes aujourd'hui. Avant, classiquement, c'est une page 10 liens bleus. C'est ça le truc classique sur Google. Maintenant, de plus en plus, on a des images en plus, une insert box en plus, des vidéos, avec les searchers ont aussi cherché autour de ces questions. Donc, dépendant du type de recherche qu'on fait, on va avoir différents types de résultats qu'on va avoir au-delà des 10 liens bleus. Au-delà des 10 liens bleus, ce qu'on appelle les featured snippets. Donc, c'est des snippets. Je ne sais pas comment traduire ça en français, désolé. Mais les snippets, ils sont featured. Google les met en avant les résultats de recherche. Limite, tu trouves ta réponse sans avoir même à cliquer sur le lien. Ce qui, pour le SEO, est une catastrophe. C'est-à-dire que tu es en train de perdre du trafic. Par contre, des fois, c'est intéressant, rien qu'en termes de visibilité, et tu peux être classé là-bas pour, justement, il banne le domaine tag, et tu peux cliquer dessus pour lire la suite. Bref, il y a plein de stratégies qu'on peut utiliser. Tu as vu quand tu as un résultat, ensuite, au-dessus, tu as une box qui te donne la réponse avec plusieurs tirés. Voilà. Soit avec des tables, soit ça peut être des photos, soit ça peut être des vidéos, soit ça peut être la température, je ne sais pas. Il y a plein d'options maintenant que Google met au-delà des 10 liens. Donc, identifiez les différents types que vous avez et est-ce que c'est possible de vous-même vous classer dedans. Des fois, c'est très intéressant d'être classé là-bas. Une fois qu'on a déterminé tout ça, alors, click-through rate, le taux de clic. Donc, on divise le nombre de clics par le nombre d'impressions. Donc, combien de fois on est apparu et de ces apparitions, combien de fois on a cliqué sur nous.
Donc, sur le mobile, donc c'est CTR, Click-Through Rate. Alors, ça, c'est ce qui existe aujourd'hui, c'est les statistiques. Enfin, aujourd'hui, ça fait après 2-3 ans, cette présentation. Donc, paid, donc les publicités, ils reçoivent 8,7% des clics sur les mêmes recherches. Organique, donc SEO, 38,5%. Zéro clic, ce qu'on veut pas, 61%. Ça, c'est le mobile. Et ça, c'est spécifiquement le mobile, parce que sur le mobile, effectivement, on ne veut pas forcément aller sur un site, naviguer, etc. On veut une réponse maintenant, tout de suite. Donc, des fois, la réponse, elle vient à partir d'un truc payant, parce que c'est le premier résultat qu'on voit. On ne fait pas attention si c'est une pub ou pas, on clique dessus. Mais, en général, les gens ont tendance à éviter de cliquer sur la publicité. On s'est auto-entraîné à éviter la pub. Du coup, on va sur l'organique beaucoup plus. Donc, c'est le premier résultat après la pub. En général, on clique sur le premier, deuxième ou maximum troisième. On clique rarement sur le reste, à part si c'est vraiment un truc niche qu'on est en train de chercher. Et zéro clic, du coup, il y en a énormément à cause de ces answer box et ces featured snippets. Par contre, sur le desktop, ça va être différent. On n'a que 5,6%, parce qu'on a le temps de voir et on a un plus grand écran, on détecte plus facilement la publicité. On a beaucoup plus de résultats cliquables en organique. Et on a quand même une sacrée portion qui n'est pas cliquable, mais beaucoup moins que le mobile. Pourquoi? Parce qu'on a plus de temps à passer à naviguer sur le site et à aller voir le détail. Donc, et voilà le graphe dont je vous ai parlé. Donc, vous avez donc des résultats qui ont c'est quoi? C'est billions. Tens, ok. Number of keywords, terms and phrases. Voilà. Pour votre sujet, là, il y a une dizaine de mots-clés super importants qui ont des millions de recherches. Ensuite, des centaines de mots-clés qui ont des dizaines de milliers de recherches. Des milliers qui ont des centaines de recherches, etc. Et des milliards de mots-clés qui ont des dizaines de recherches. Vous voulez d'abord vous classer là. Et vous montez jusque-là. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Ça donne une meilleure visibilité. C'est bon? Donc, the long tail, c'est ce qu'on a expliqué. The chunky middle, donc c'est là où on a le gros des recherches, mais ce n'est pas forcément les plus élevés. Mais on ne peut pas directement les attaquer parce qu'il y a aussi pas mal de concurrence dessus. Et ensuite, the fat head, donc c'est là où on a nos 20% avec des centaines de milliers et des millions de recherches. Donc, voilà le tableau de décision que vous voulez avoir. Une version de ce tableau de décision. Donc, vous avez vos mots-clés. Vous avez, donc, dans un autre tableau, la même chose avec les liens sur votre site, parce qu'il y a des pages qui correspondent. Ensuite, le volume de recherche pour chacun de ces mots-clés. La difficulté de se classer par rapport à ce mot-clé. Alors, ça, vous n'allez pas pouvoir le deviner tout seul. C'est des outils qui vous donnent ce genre de réponse. Parce que vous pouvez le faire tout seul, ça va vous prendre des années pour trouver une dizaine de mots-clés. Enfin, j'exagère des années, mais des mois facilement. Ensuite, organique, c'est le click-through rate organique. Biz value, donc business value. Donc, un score de 1 à 10, des étoiles, ce que vous voulez. Donc, plus, 4 plus, 4 plus. C'est super important, moins important. Priorité. Donc, à partir de tout ça, donc le volume, la difficulté, le CTR et le biz value, moi, à la place du CTR, j'utilise est-ce qu'il y a des paid? Est-ce que les gens payent et c'est quoi le prix qu'ils payent? Plus c'est élevé, plus c'est intéressant. Pour de la pub sur Google. Donc, si quelqu'un est en train de payer sur de la pub sur Google 5 € le clic, ça veut dire que ce mot-clé est en train de convertir, mais bien quoi. Il y a moyen de savoir. Ouais, les mêmes outils vous donnent toutes ces informations. Donc, moi, j'utilise personnellement SEMrush, donc S-E-M-Rush, R-U-S-H. SEMrush, ça coûte $100, $119 par mois, un truc comme ça. Et ça me donne tous ces détails-là en 3 clics. S-E-M, Search Engine Marketing. En fait, SEMrush, donc le rush. Il y a aussi Moz.com, il y a aussi Ahrefs, il y a Hadoma, c'est les 3 plus grands aujourd'hui. Il y a un 4e qui est un peu moins bien, qui n'a pas aussi bien évolué, qui s'appelle Majestic SEO. Mais c'est l'un des plus anciens aussi. Ils ont tous une version gratuite, mais qui ne donne pas forcément ce genre de truc. Aucun va te donner Keyword Difficulty gratuitement. Le volume de recherche, tu peux le trouver sur... Non, en fait, non. Le volume de recherche, si... Tu peux trouver une variante du volume de recherche sur Google Ads. Quand tu vas sur Google Ads pour faire tes campagnes pub, donc sans faire de campagne, il y a un outil dedans qui s'appelle Keyword Tool. Donc, Keyword Tool, tu rentres à l'intérieur, tu lui donnes les mots-clés TAC, il te donne les volumes de recherche, sauf que c'est pas super exact et il ne donne pas forcément tous les mots-clés. Parce qu'il se concentre surtout sur les mots-clés pour la pub, qui ne sont pas forcément les mêmes pour le SEO.
Bref, tac, donc priorité, et SERP types, donc ce dont on a les snippets, donc organic, paid, image, shop, par exemple. Shop en Algérie, on ne connaît pas, ça n'apparaît pas parce qu'on n'est pas touché par ça, mais en Europe, donc les résultats shop sur Google, c'est un truc très standard aujourd'hui. Donc maintenant, tu peux réserver tes trucs d'hôtel partout dans le monde depuis Google. En Algérie, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, Google Shopping, mais il ne communique pas avec l'Algérie. Tac, 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 vidéo, maps, voilà, il y a plein de résultats supérieurs qu'on peut avoir. Une fois que vous avez ça, ça vous facilite la tâche pour savoir sur quel mot-clé on va commencer notre boulot. Je vais commencer sur ceux où il y a le plus de volume, le moins de difficulté, le plus haut CTR, ou le plus haut, du coup, pour moi, CPC, donc le coût par clic, le bis value le plus élevé, et la priorité la plus élevée, me donnera la priorité la plus élevée. Et je pondère ça d'après l'importance de chacun et de l'autre. Une fois que j'ai ça, donc, bon, ça, c'est expliqué un peu les différents trucs qu'on a vus. On passe après à la partie Search Satisfaction. Donc, j'ai terminé mon Keyword Research, ou du moins, j'ai terminé la base, parce qu'après, c'est en continu qu'on va travailler dessus. Là, Searcher Satisfaction. Donc, what do searchers want from Google Results? Quand quelqu'un fait une recherche, quelle est son intention derrière cette recherche? Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que moi, si je veux savoir quel temps il va faire demain, je tape juste météo sur Google et j'ai le résultat que je veux. Google comprend mon intention. Est-ce que toi, tu comprends l'intention de la personne qui cherche? Donc, il faut comprendre l'intention de la personne qui cherche. Par exemple, là, Best places to visit in Italy. Cette personne veut voyager en Italie. Donc, moi, en tant qu'agence de voyage, j'ai intérêt à me classer sur ce terme. Si quelqu'un veut voyager en Italie, quelles sont les informations qu'il va vouloir chercher? Ça peut partir sur c'est quoi le coût du billet d'avion, les meilleurs hôtels, les endroits à visiter, les meilleurs restaurants dans telle région, blablabla, les sites à visiter, un milliard de trucs. Ça, c'est mon champ lexical. C'est mon champ de mots-clés que j'ai déjà cherché derrière. Je le connais, je vais commencer à créer du contenu autour de ça. Mais pas n'importe comment. Il faut prouver à Google déjà que je maîtrise le sujet. Mon sujet, en l'occurrence, c'est Voyage Italie. Voyage Italie, donc je dois parler de tout ce qui concerne le voyage à l'Italie. Je vais commencer par les billets d'avion, les meilleures saisons pour les acheter, le coût, combien il coûte, telle compagnie vs telle compagnie, tout ce qui peut me passer par la tête avant que je choisisse un billet d'avion. Ensuite, une fois en Italie, les meilleures villes à visiter, donc les plus visitées, donc ça va être Rome, Naples, je sais pas moi, ce qui se passe en Italie. Bref, une fois que j'ai terminé les villes, j'attaque dans chaque ville les meilleurs hôtels, ensuite les meilleurs restaurants, les endroits à visiter, les trucs historiques, et je fais un article d'une longueur extraordinaire où je vais parler d'absolument tout. En faisant ça, je dis à Google, tu te matrix, je connais le Kung Fu. Voilà, moi je connais l'Italie. C'est ça que je dois faire. Une fois que j'ai ça, je peux ensuite diviser cet article en plusieurs parties, donc la partie billet d'avion, la partie hôtellerie, la partie machin, etc. J'en fais plusieurs micro-articles qui vont graviter autour de mon article principal. Parce que c'est pas tout le monde qui veut lire tout cet article complet. Peut-être que je veux juste la partie, justement, les meilleurs endroits à visiter. Donc, une fois que j'ai tout ça, Google, je lui envoie le signal, ok, question contenu, je suis couvert. Maintenant, il faut que je ramène du trafic dessus pour pouvoir lui donner plus de signaux pour que je monte un peu plus sur le ranking TI. Et là, j'ai compris l'intention de la recherche. Tu as les gens qui sont en train de taper ça. Il faut que je match l'intention de recherche. Une intention de recherche me donne une page. C'est pour ça que souvent Google nous envoie des questionnaires. Est-ce que cette recherche vous a été... Exactement. C'est pour permettre justement de... Tout à fait. On voit une deuxième signal. Tac. Donc, this is why searcher empathy, donc l'empathie envers la personne qui cherche, comprendre et être à sa place pour pouvoir trouver les meilleurs résultats. Donc, the best vacation destination in Italy, parce que best places to visit, c'est pas un business trip, c'est un vacation destination. Donc, je sais que déjà que la personne, c'est pour les vacances. Donc, by style, budget, etc. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont être plus attirés vers la fashion, il y a des gens qui vont être plus attirés par la bouffe, parce qu'on parle de l'Italie. Donc, quels sont les top trucs pourquoi les gens visitent l'Italie? Le côté historique de l'Italie, etc. Donc, une map de l'Italie, parce que, voilà, dès que je rentre, je vois la map de l'Italie et je suis en confiance. Ça correspond à ce que je cherche. Je rentre à l'intérieur, tu me mets un chien, pas sûr que tu aies pigé mon truc, toi. Donc, best spots for fashionistas, foodies, etc., etc., etc. Et where to go, budget places, etc. Et
Je vais de plus en plus profond. Et à chaque fois, donc, j'essaie d'anticiper la prochaine recherche de la personne avec du contenu par la suite. Tac. Mais, Oui, bien sûr. Dans le blog, bah, du coup, elle a une question, best, je sais pas moi, meilleure place en Italie. Et elle va rentrer dans le blog, en question. Mais après, il se passe quoi? Est-ce qu'il y a un call to action? Est-ce qu'il y a... La stratégie sur la page, ensuite, on peut avoir 1 milliard de trucs différents. Mais basiquement, tu veux la garder le plus sur ton site et l'envoyer vers d'autres endroits et la convertir vers donc un achat. Dans le cas où j'arrive sur une page comme ça, les meilleurs endroits à visiter en Italie. Ça ne veut pas dire que je vais forcément acheter maintenant. Oui. Et là, ça peut être des articles. Alors, en termes de marketing, dans le funnel, on est... donc... Des newsletters. Non. Si je l'ai ramené par exemple sur une agence... Ah oui, je peux la pousser à la newsletter. Surtout pour une agence de voyage. Je ne voyage pas tout le temps. Ce n'est pas le type d'information que je veux voir toute l'année. Parce que si elle vient sur mon blog, Oui. qui va dire qu'elle va revenir? Bah, lui mettre un code. C'est quand la dernière fois que tu t'es abonné, comment dire, en ton âme et conscience à une newsletter? Jamais. Exactement. C'est la réponse à ta question. Tu ne veux pas utiliser de newsletter. Tu peux en avoir une. Il y a certaines personnes qui vont être super fans, qui vont s'abonner à cette newsletter, mais ce n'est pas ça, c'est pas ton outil principal du tout. Donc, pour revenir à ton truc, donc, sur le funnel Tana, on est soit sur la notoriété, donc on se fait connaître, ou on fait connaître le concept du voyage en Italie pour des gens qui ne sont jamais venus. Tu as des gens qui connaissent mais qui se posent des questions. Donc là, on va aller sur comme contenu sur la partie where to go, budget, etc. Tu vois, donc là, je suis découverte, réponse à certaines questions les plus fréquentes, et ensuite, prise de décision. Donc, cet article, là, tout de suite, on est sur la partie je me pose des questions. Donc là, j'ai envie de leur faire lire d'autres contenus pour qu'ils soient de plus en plus convaincus par la qualité de ce que je suis en train de proposer comme contenu, qui répond à leurs besoins. Et je les emmène vers d'autres articles qui parlent d'autres trucs encore plus avancés. Et je leur dis... exactement. Et je construis ma... Je pense qu'il fait allusion au retargeting. Et non, mais là, aujourd'hui, on ne va pas parler de publicité du tout. On va se concentrer que sur ça. Parce que derrière, donc en termes de call to action ici, ça va être surtout lire l'autre article, ou alors recevoir notre brochure complète sur les conseils. Je sais pas, on a fait des vidéos extraordinaires en Italie sur la saison dernière, regardez ce qui a été fait, et c'est des trucs qui vont vraiment te donner envie de venir visiter l'Italie avec nous, parce qu'on a un truc qui nous différencie vraiment des autres. Par exemple là, ce que par exemple TripAdvisor pourrait faire, c'est sur un truc comme ça, en bas, on va parler des best places, et en bas, on va montrer les différentes expériences. Bah, là, justement, tu peux utiliser TripAdvisor en sortant les notes positives des endroits que nous, on est en train de recommander. Donc, je suis en train d'appuyer mon argument grâce à ce truc notoire qui s'appelle TripAdvisor, qui appartient aussi à Google. Voilà. Mais voilà, effectivement, tu peux faire plein de trucs comme ça. Tout ce qui est argumentaire positif, mais qui va dans le sens d'appuyer ton argument, ou qui va dans le sens où c'est une valeur ajoutée une valeur ajoutée pour l'internaute, ce sont des bonnes idées à rajouter sur ton site. De quoi? Oui. Donc, mais justement, ta crédibilité, tu l'as construit à coup d'articles et de contenu Non, non, non. Avant d'aller vers les autres, il faut déjà que ton contenu à toi soit un contenu de qualité par rapport à la personne qui va le consommer et qu'il soit unique dans le sens où soit tu as un type d'information qui n'appartient qu'à toi parce que c'est toi qui l'as créé, genre tu as une agence de voyage, tu es déjà allé en Italie, tu as pris des photos, des vidéos et tu es en train de raconter ton expérience ou donner ton avis par rapport à la visite de l'Italie. Tu vois, donc c'est ton approche à la chose. Tu n'es pas la seule agence de voyage du monde, mais ton approche est différente de celle des autres. Rien que le fait que c'est toi qui la présente. C'est comme les vlogueurs sur YouTube. Il y en a des dizaines de milliers, et j'exagère même pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont tous énormément d'audience? C'est parce que chacun a son style. Et c'est le style qui fait qu'on va suivre celui-ci, ou celui-ci, ou celui-ci, ou les suivre tous, parce que tous nous font découvrir peut-être la même chose, mais de différentes manières. Donc, cette valeur ajoutée qui est à toi, donc ton style, l'information unique que tu as, la façon de présenter l'information, l'agencement des données, peut-être que tu as... Un exemple que j'adore, justement, c'est quand on parle de météo, en termes de trucs super standards, que tu t'en fous de l'information devient du moment que tu connais la météo, c'est genre la bouteille d'eau, quoi. De l'eau, le premier truc que je prends, à part si c'est vraiment une marque que je déteste, je vais prendre de l'eau.
vais pas me casser la tête. Donc, la météo, c'est le même principe. Il y a un gars qui s'est fait référencer en termes de référencement aux États-Unis sur le terme météo. Mais, il a fait, alors c'est l'une des stratégies qu'on va voir, c'est 10x content, un contenu qui est 10 fois meilleur que tout ce qui existe. Donc, contenu, qualité, j'ai mis la barre tellement haut, il va falloir que tu te lèves très très tôt. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 6 mois de météo, tagué les chaînes nationales et régionales qui donnaient les forecasts pour le lendemain et la semaine. Et il les a comparés en termes de précision, donc accuracy, fun, enfin plein de critères. Il les a rassemblés et il a fait un graphe avec un truc super drôle et super précis scientifiquement. Donc pour dire, voilà à quel point les gens ils sont super précis. Là, ils sont précis le jeudi, mais ils se ramassent tous le mercredi. Des trucs comme ça. Et il a fait un truc super complet qui lui a demandé énormément de boulot, mais il a fait un truc. Si tu veux demain faire un truc aussi bon et le surclasser, il va falloir que tu fasses énormément d'efforts. Et ça met une barrière à l'entrée qui fait que ça va prendre énormément de temps avant que quelqu'un ne vienne prendre ta place. Et toi, en attendant, tu es en train de préparer ton prochain truc, 10x. Avec un seul article, il va faire ça. Avec un seul article. Bon, il avait déjà d'autres articles, mais c'est du standard. Donc du coup, tu as vu dans notre graphe, qu'un flé niche. Mais là, il s'est classé directement dans le top. Moi, j'ai un autre truc. Je sais pas si je dépasse aussi. Mhm. Mais par exemple, je suis une nouvelle marque et j'ai envie de me faire connaître par le référencement, mais ça prend un peu plus de temps. Ouais. Je vais contacter une blogueuse ou son blog qui est déjà référencé. Oui. Je vais lui demander un article de blog, du coup sur son blog. Et donc, quand j'aurai une question par rapport à cette marque en question, je vais tomber sur l'article de cette blogueuse parce que déjà, il sera déjà référencé et en plus, elle aura créé du contenu pour Très bien. Mais ça ne va pas du tout aider ton référencement à toi. Ok. Oui, Ça va te donner de la visibilité. Ouais, c'est vrai. Ça va peut-être attirer du trafic parce qu'elle aura mentionné ton site sur son article. C'est l'une des stratégies qu'on va utiliser pour avoir des liens entrants. Mais le fait de la payer, par contre, là, c'est un problème parce que Google détecte ce genre de truc. Parce qu'il y a des comportements, tu fais des articles tout le temps et tu mentionnes des gens d'une certaine manière. Quand c'est payant, tu vas la faire d'une... Il y a toujours un truc qui va changer dans ton style, dans comment tu vas placer le lien, comment tu vas parler de la marque. Et ça, de Google, c'est payant, ça compte pas. Non, Google, tu peux pas imaginer ce qu'il peut détecter. Non, si je commence à vous en parler, franchement, ça va... En fait, c'est Black Mirror. Black Mirror, voilà. La technologie est au-delà de Black Mirror. Je vais me faire un nom d'autre. Voilà. Bref, tac. Voilà. Donc, comprendre l'intention des personnes qui cherchent et satisfaire leurs recherches. Par la suite, donc, priorité 1, answer the searcher's question comprehensively and with authority. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, de manière compréhensive, c'est clair. Donc, il faudrait que ton message soit clair, que les données soient bien agencées, etc. De manière avec autorité, par contre, c'est pas genre ceci est de l'information. Ça n'a rien à voir avec ça. L'autorité chez Google, c'est recevoir des liens externes. Donc, si tu as l'autorité, c'est ça, c'est le classement, le chiffre qu'il donne à chaque lien. Et en fait, la moyenne de tous les scores qu'on a pour tous nos liens, c'est le score global de notre site. Et ça, justement, on doit construire notre autorité à travers plusieurs articles. Si je parle de l'Italie de manière super profonde et super détaillée, de manière compréhensive, et que je fais tous les articles qui sont autour, ensuite je vais prendre chacun de ces articles autour et je le transforme en article principal et je fais des articles autour aussi, je suis en train de construire mon autorité autour de ce sujet. Pardon, j'allais zapper. Priorité 3. Solve the searcher's next task and question with content, tools or links. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc j'anticipe la prochaine recherche qu'il aura après que j'ai répondu à cette première question. Tu m'as dit quels sont les meilleurs endroits à visiter en Italie. Ensuite, ok, mais ça coûte combien le resto là-bas? C'est quoi les meilleurs restos? Ou alors c'est, ok, j'anticipe la prochaine question et je réponds à cette question, soit avec d'autres articles, avec des liens, avec des outils, avec quelque chose qui soit évident. Voilà. Mais en fait, avec l'Italie, visiter l'Algérie. Ça, c'est très très bien pendant cette... Priorité 4, consider creative elements that may give you a long-term competitive advantage. Donc, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez du contenu à vous? Est-ce que votre style, tout ce qui peut vous donner un avantage compétitif par rapport aux autres? Donc, ce qu'ils n'ont pas, votre style, la façon de présenter, peut-être votre force, c'est le design. Eh bien, designer super bien votre site, ça va vraiment le différencier des autres. Et ainsi de suite.
Donc on disait notre title, entre deux balises title, on a notre titre, maximum 67 caractères pour qu'il ne soit pas coupé. Il faut que nos mots-clés principaux soient à l'intérieur. Donc keyword rich, compelling, donc qui nous pousse à cliquer. Genre, par exemple, on va parler des voyages pour l'Italie. Au lieu de mettre best places to visit in Italy, je vais mettre nice place to see in Italy. C'est déjà beaucoup moins intéressant, ça me donne moins envie de cliquer. Tu vois, donc si je te parle des meilleurs endroits, c'est mieux que je te dise, voici une liste de 5 endroits en Italie. Ouais. Non, ça va, je passe. Donc, ça c'est le premier truc. Ensuite, meta description designed to draw the click. La meta description, c'est la partie qui va apparaître en gris en dessous du lien bleu. Et donc ça peut être du texte qui existe dans mon site, ça peut être juste du code, et qui est aussi entre les tags meta description, et ça doit être autour de entre 160 et 320 caractères. Parce que en dessous de 160 caractères, on va avoir juste une ligne Ushuaïa, ça a l'air pauvre quand on le voit à la description. Au-delà de 320 caractères, ça va être coupé aussi par la suite. Donc en 320 caractères, je peux vous dire que vous pouvez raconter beaucoup de choses, et retrouver les mêmes mots-clés, ou alors des variantes des mots-clés qui sont dans le titre, dans la description. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je fais une recherche, avant de cliquer sur le lien, je vois que le lien répond. Ensuite, est-ce que les mots-clés que j'ai tapés se retrouvent tous dans la description? S'il en manque un, par exemple, je vais chercher meilleur outil SEO 2022, et je ne trouve pas 2022, je ne suis pas sûr de cliquer, votre information, elle peut être ancienne. Surtout qu'on aura le 2022 barré. Exactement. Donc, ou alors, la dernière fois, je cherchais des lentilles pour... donc, des lentilles pour l'appareil photo. Donc, je cherchais Canon, machin truc. Je cherchais une 35 mm en fait, exactement. Je cherchais une 35 mm. Donc, Canon 35 mm EF mount. Donc, tac. Si je trouve pas 35, Algérie. Parce que je m'en fous qu'elle soit en Australie, ta lentille. Donc, si je trouve pas Algérie, je trouve pas 35 mm, ou je trouve pas Canon, ou je trouve pas EF mount, ça répond pas à mon besoin. Donc, je ne vais pas cliquer dessus. Donc, votre description, elle doit inclure tous les trucs qu'on sait qui intéressent la personne qui recherche. Par rapport à ça, Ouais. je viens de faire la recherche d'un t-shirt imprimé Algérie, et il y a un site français qui est sorti en premier. Bien sûr. Parce qu'il n'y a personne qui est en train de travailler dessus en Algérie. S'il y avait un site qui avait ces mots-clés-là, Fedzaïr, où il est classé en premier avant le truc français. Parce que géographiquement, ce serait beaucoup plus pertinent que le français, même s'il a 100 000 liens, un seul, tu sortiras en premier. C'est ça, mais justement. Ça veut dire que c'est un résultat non pertinent. Ça veut dire qu'il n'y a aucun autre résultat pertinent qui se classe sur ce mot-clé. Ça veut dire que tu as une énorme opportunité sur ce truc. Donc, meta description. Easy to read, sensible, short URL. Ouais. Donc, easy to read, sensible, short URL. Donc, votre URL, le lien, Tacom, il ne faudrait pas que ce soit un URL du genre votre nom de domaine.com / quelque chose, / point d'interrogation 3W5VS pourcentage quelque chose. Ça ne veut rien dire pour un être humain. Par contre, si vous reprenez le même titre que vous avez et que vous le mettez avec des tirets flowost, là, du coup, ça a du sens. C'est un langage qu'un être humain peut lire. Et vous voyez qu'il y a une relation et ça met en confiance d'avoir le même titre qui se retrouve dans l'URL. Je ne vais pas cliquer sur n'importe quoi. Par rapport à ça, un nom de domaine. Le meilleur, c'est d'avoir un tiret du haut, du bas, c'est comment un nom de domaine? Le meilleur, c'est pas avoir de tiret. Donc le nom de domaine le plus court possible, le plus facile à prononcer, avec au moins un de tes mots-clés principaux qui se retrouve à l'intérieur. Mais ce n'est pas forcément le truc le plus important. Surtout que maintenant, les noms de domaine, les principaux, ils sont déjà tous pris. Donc tu prends, alors on attaque un exemple, Tumblr, Flickr. C'est des trucs qui existent. Uber. Quel rapport entre Uber, qui veut dire géant en allemand, et transporter des gens? Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas trop se focaliser sur ce truc. Si je peux avoir t-shirt Algérie quelque chose, ouais, non, je le prends ce truc, c'est clair. Mais ce n'est pas forcément la priorité que tu devrais avoir. Donc, easy to read, sensible URL. First paragraph optimized for appearing in feature snippets. Donc, les feature snippets dont on a parlé tout à l'heure, c'est 90%, l'information vient du premier paragraphe sur votre site. Donc, il faudrait que votre premier paragraphe soit optimisé pour les feature snippets par rapport à la recherche. Est-ce que cette recherche a des feature snippets? Si oui, optimisez mon premier paragraphe pour elle. OK? Et donc, possiblement, on peut être affiché dans le carré. C'est ça. Soit si c'est un carré, j'optimise pour le carré. Si c'est des images, je mets des images dans mon premier paragraphe. Si c'est des vidéos, je mets une vidéo. Ça, moi, j'ai vu ça sur Stack Overflow. Sur Stack Overflow. Stack Overflow, oui. Ouais.
Même si comment ils peuvent faire ça par rapport à la réponse? C'est-à-dire? C'est la réponse qui sont en premier, c'est pas la question Oui. du site. C'est-à-dire que le four, qui te refait avec la page, tu vas trouver le premier paragraphe, la réponse, c'est un genre de forum. Oui. Donc, le forum avec, ils ont repris la réponse qui est la meilleure réponse, ils l'ont collé le forum. Et du coup, elle est dans le premier paragraphe, et du coup, elle apparaît le featured snippet. Donc, c'est un script qu'ils ont fait eux. C'est ça, automatiquement prendre la meilleure réponse. Même pas compliqué à réaliser, tu vois. Bref, first paragraph, use the keyword target de manière, utilisez vos mots-clés principaux de manière intelligente dans la headline tacom. Donc, vous allez avoir des tags H1, H2, H3 jusqu'à H6 qui sont l'idée principale, les idées secondaires, etc. Dans le contenu de la page, dans les liens internes, alors, le texte d'ancrage dans les liens, c'est quand vous avez du texte, genre cliquez ici, et quand tu cliques ici, il y a un lien dedans. Ça, on appelle ça un texte d'ancrage. Sauf que cliquez ici est le texte d'ancrage le plus débile que vous pouvez utiliser. Parce que votre texte d'ancrage doit reprendre des mots-clés. Et cliquer ici, ce n'est pas des mots-clés que vous intéressent. Surtout ici, il faut cliquer le mot-clé. Donc tu es en train de référencer ton truc sur le terme ici. Ça n'a aucun sens. Donc dans notre cas, voyage. Donc voyage Italie, c'est là que ça mon texte d'ancrage. Ensuite, the first paragraph, bien sûr, dans le premier paragraphe aussi. Voilà où vous allez coller vos mots-clés. C'est bon? Basiquement, avoir vos mots-clés partout. Ah, il y en a un qu'ils n'ont pas mis ici, ils n'en ont pas parlé, c'est les images. Les images, Google cannot see. Il n'a pas les yeux. C'est un moteur de recherche, c'est des programmes. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut une description pour les images. Le minimum que vous pouvez faire, c'est donner un nom, le nom du fichier l'image.com, c'est la description de l'image. Ensuite, si vous pouvez attaquer les métadonnées, sur WordPress par exemple, il y a un endroit pour coller directement quand vous... C'est le alt text, exact. Donc, quand vous uploadez une image sur WordPress, automatiquement, il vous donne l'aperçu de l'image. Vous avez avec title, alt, description, et même, comment ça s'appelle le truc? Vous savez, quand vous allez sur un lien ou sur une image, des fois, vous avez une bulle qui apparaît avec une explication. Quand tu hover dessus, il y a un truc qui sort Mindac. Hint. Pas hint, non. Même sur les icônes Windows, quand tu vas sur quelque chose, tu as une bulle qui te dit c'est quoi ce truc. Menu, ça, je ne sais pas. Mais avec le truc ADAC, justement, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais ce truc-là aussi, vous pouvez le faire sur toutes vos images sur votre site. Et plus vous avez ce type de données, plus c'est facile d'avoir du référencement. Et c'est avec ça qu'on se référence sur Google Images aussi. Sinon, Google, il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc, 6. Leverage appropriate rich snippet options. Donc, on en a parlé. Donc, essayez de vraiment vous classer sur la partie snippets. Ah là, en fait, les images étaient là. Donc, images on the page employ descriptive keyword rich file names. Donc, le nom du fichier, c'est déjà une description avec les mots-clés à l'intérieur. Descriptive alt attributes. Donc, la description, le alt text. Caption, ah là, c'est caption. Merci. Caption text, c'est ça. Quand vous allez sur un truc, vous avez le caption qui va apparaître. C'est une bulle avec du texte dedans. Ça aussi, donc le mettre. Et stored in the same domain and subdomain. Extrêmement important. Alors, pour Google, un nom de domaine, genre par exemple samerbellik.com, c'est mon nom de domaine. Si j'ai des images dans mon domaine, je vais avoir stockage TAE, c'est des dossiers. Mais d'abord, il y a l'image TAE et mon site sont dans le même dossier. Pour que Google comprenne que ça a une relation entre les deux. Avant, il y a des techniques de développement qui font que je vais mettre les images dans un autre dossier, d'autres trucs dans un autre dossier. Tous les types de fichiers kiff dans des dossiers séparés. C'est un moyen de plus facilement gérer mes données à moi, mais c'est pourri pour Google. Donc, il faudrait mettre tout dans le même dossier. Par contre, les domaines et les sous-domaines, donc par exemple blog.samerbellik.com et samerbellik.com, pour Google, c'est deux sites différents. Mais c'est le même site. Alors, c'est pour ça que la majorité des sites que vous allez voir c'est samerbellik.com/blog. Là, c'est un sous-dossier dans Samerbellik. Là, c'est le même. C'est ça. Et du coup, mon blog va recevoir plein de potentiel SEO, mais mon site, il ne va pas en recevoir s'ils sont dans des domaines différents. C'est pour ça qu'il y a l'un des trucs, les Hadlia Matrani, je suis en train de faire du consulting pour une boîte, et ils ont eu une catastrophe en termes de SEO, justement. Ça arrive, même en Algérie. Donc, Hadlia boîte, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, chaque site qui existe a, par défaut, 4 domaines. HTTP, www, le nom du site. HTTPS, www, le nom du site. HTTP sans les www, le nom du site. HTTPS sans les www, le nom du site. Ça, pour Google, c'est 4 sites différents.
Donc, l'un des premiers trucs quand on fait un site, une fois que je l'ai fini, je vais rajouter Google Tag Manager. Dans Google Tag Manager, je vais rajouter Google Analytics, mon Facebook Pixel et tous les codes que je veux rajouter à mon site. Et je veux le connecter à Google Search Console. Google Search Console, c'est l'outil SEO de Google. Donc, c'est juste un fichier à prendre de chez eux. Tu ouvres le compte avec ton Gmail, tu prends le fichier, tu le colles dans ton hébergement et hop, c'est enregistré. Tu as prouvé que le site t'appartient. À partir de là, Google, l'un des premiers trucs qu'il va te demander, je dis, parmi ces 4 liens, lequel voudrais-tu qu'il soit le principal? Donc de préférence, on prend l'HTTPS parce qu'il est sécurisé, et de préférence, on prend sans les 3 W parce qu'il est plus court et du coup plus facile à mémoriser. Donc là, on l'a fait, et du coup, le potentiel SEO, les 4 sites, devient Fouahed. Le principal, qui est celui que je veux, l'HTTPS sans les 3 W. Ces gens-là, dans cette boîte, ils ont fait une connerie. La boîte qui s'occupe de leur site, ils ont voulu faire ce que je viens de décrire, mais ils ont voulu le faire manuellement. Donc, en le faisant manuellement, Joomla. Oui. Donc, Joomla, c'est un CMS qui m'a WordPress. Il y a une option où faire, genre, définir le lien comme étant principal. Sauf que pour le faire, il utilise ce qu'on appelle une redirection 301. Donc, quand vous allez dans un site, vous avez erreur 404. Oui. Alors, les erreurs 4XX, c'est des erreurs du site. C'est la page, il y a un problème sur cette page. Donc, 404, c'est page introuvable, par exemple. Voilà. Les erreurs de type 5XX, c'est un problème au niveau du serveur. Le serveur a un problème. Donc, le serveur ne répond pas. Mais il y a un timeout, server timeout, 505, si je me rappelle bien. Le 501. Timeout. Bref, les erreurs de type 3, les codes de type 3, c'est des redirections. 301, c'est redirection permanente. Et quand je dis permanente, Google, mais tu veux l'enlever demain, tu ne peux pas. Tu as dit c'est permanent. Donc c'est permanent. C'est fini. 302, c'est redirection temporaire. Là, tu peux l'enlever. Et ce stupide CMS a fait une redirection 301 de tous les autres URL vers l'URL qu'il voulait. Et comme la majorité des sites qui pointaient vers eux pointaient vers l'un des autres liens qui existaient avant, du coup, du jour au lendemain, ils ont perdu, sur 45 000 liens entrants, ils ont perdu 30 000. Et du coup, le score qui était à 41-42, a battu le 17. Et du coup, il y a un référencement. Et du coup, le trafic a baissé de 80%. Une calamité qui s'est produite à cause de ça. Heureusement, Google, ils ont vu que ce problème était très récurrent parce qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient n'importe quoi. Donc, ils ont allégé un peu le truc à 301 attaque. Au lieu d'utiliser les redirections 301, on utilise un tag qui s'appelle canonical. Donc, quel est le lien canonique, donc le truc principal qu'on va utiliser. Et du coup, on met ça sur tous les autres liens pour pointer vers le principal. Et celui-là, on peut changer à volonté du jour au lendemain quand on veut. Donc, ce qu'on fait, pour reverse ce qu'ils ont fait, bien sûr, pour inverser ce qui s'est passé, ils ont pointé de A vers B. Là, on va supprimer de A vers B. On va faire un canonique de B vers A. Et ensuite, redire à Google, voilà le nouveau lien, rescanner. Et au bout de quelques mois, ça va redevenir normalement. Ça va revenir à la normale, mais ça prend quelques mois. Et c'est quelques mois de trafic que tu as perdu. Tac. Bien sûr, maintenant, on passe à la partie technique. Technical SEO. Donc, every page on the website is unique and uniquely valuable. On ne veut pas avoir deux pages qui vont servir à la même chose. Une très mauvaise idée. Alors, on ne veut pas qu'il y ait de contenu dupliqué. C'est un big no-no chez Google. Tu ne veux pas dupliquer du contenu. C'est du lazy writing et ça peut même passer vers du keyword stuffing. C'est-à-dire que tu as les mots-clés juste pour ranker par rapport à tel mot-clé. Donc, le contenu dupliqué, ça peut être un truc... Alors, je vais... Uniquely valuable. Ça viendra après. Donc, parce qu'il y a des trucs que chercher. Donc, thin content, par exemple, une page qui n'a pas beaucoup de contenu. Par exemple, en général, la page contact sur tous les sites, a thin content. Parce qu'il y a le mot contact, contactez-nous, adresse, numéro de téléphone, un formulaire et une map. En termes de contenu, c'est vrai que c'est super pauvre. Par contre, si vous avez d'autres pages qui ne sont pas la page contact, qui sont aussi pauvres en contenu, c'est un problème sur votre site. À quoi sert cette page? S'il n'a pas un but précis, il vaut mieux l'éliminer ou enrichir le contenu qui est dessus. Ensuite, vous avez le contenu dupliqué. Je suis tombé sur des cas où c'était un peu involontaire, où il y avait une boîte qui faisait du recrutement, donc sur leur page de recrutement, ils avaient 4 offres d'emploi quasi similaires. C'était le même poste, mais région nord, est, sud et ouest.
Le seul truc qui changeait, c'était les mots nord, est, sud et ouest. Parce que c'était exactement le même job, mais sur différentes régions. Donc je leur ai dit, éliminez-moi ces 4 pages, créez la même truc et proposez 4 boutons pour chacune des régions. Je veux postuler à ça, ou à ça, ou à ça. Et vous évitez les problèmes avec Google avec ça. Bref, donc il y a plein de trucs comme ça. Tac. Donc, 2 pages are accessible to... alors, je reviens, pardon. Non, on revient. Donc, every page, donc chaque page doit être unique et avoir de la valeur. Les pages doivent être accessibles to crawlers. Crawlers, c'est les robots de Google qui viennent scanner ton site. Donc, ils appellent ça crawlers, spiders, robots, ça dépend de ce qu'ils ont. Donc, to crawlers, load fast and can be fully parsed in a text-based browser. Donc, basiquement, ils sont en train de dire, ne bloque pas les robots de Google. Il y a beaucoup de trucs qui peuvent les bloquer. Donc, il y a certains hébergeurs qui bloquent les robots à Google. Parce que, en fait, les robots à Google, quand ils viennent sur ton serveur, ils sont en train de consommer des ressources du serveur qui devraient être allouées à autre chose. Et si tu as un site qui est très populaire, ça attire encore plus les robots de Google et ça mange encore plus les ressources, etc. Donc, il y en a qui les bloquent exprès. Bon, il y a des méthodes pour éviter ça, mais c'est pas grave. Donc, load fast, donc il doit se charger rapidement, and can be fully parsed in a text-based browser, donc il doit bien sûr apparaître correctement dans un navigateur basé sur le texte. Oh, ils envoient leur robot. Alors, comment Google sait qu'est-ce qui existe sur Internet grâce à ces robots? Ils envoient le robot scanner ton site, il le découvre la première fois, il va scanner ton site et c'est bon, je sais tout ce qu'il y a dans ton site. Mais peut-être que tu vas rajouter du contenu demain, donc je repasse demain. Si je trouve que tu as rajouté du contenu, et je vois le log tag, depuis combien de temps tu as rajouté du contenu? Ça fait 6 heures que tu as rajouté du contenu. Ça me dit que tu publies 1 à 2 fois par jour. Donc je vais revenir dans 12 heures. Si la fréquence est plus... il va revenir de plus en plus souvent pour détecter la fréquence à laquelle tu publies. S'il détecte que tu publies toutes les 12 heures, il viendra toutes les 12 heures pour trouver le nouveau contenu TAO et l'indexer aussi. Par contre, s'il ne trouve rien, il va décaler de 2 jours, ensuite de 4 jours, ensuite de 8 jours, jusqu'à ce qu'il trouve de nouveaux contenus. Et là, kiff kiff, il va se caler à ton rythme qui est par exemple 1 fois par semaine, 1 fois par mois. C'est pour ça que c'est difficile de revenir avec le problème de l'agence qu'il y a eu. Que 2 mois, ils n'avaient pas de... Non, ça c'est autre chose. C'est juste pour que les dégâts qui ont été faits par la réduction 301 commencent à se dissiper parce que les signaux SEO Haddock, le trafic, tu l'as perdu. Maintenant, avec ce peu de trafic que tu as un signal qui dit à Google que ton site est Yann. Il n'est pas aussi bon qu'il était avant. Donc, tu dois remonter la pente avec les bons signaux. C'est ça qui prend du temps. Dans le cas de ce qu'on est en train de dire, donc il détecte la fréquence, et plus la fréquence est élevée, plus Google te monte aussi en termes de résultats, parce que tu as beaucoup de contenu sur ton site, et qui se rafraîchit rapidement. C'est pour ça que Wattkinis est extrêmement difficile à battre, parce que la fréquence chez eux, c'est chaque demi-seconde qu'il y a du contenu qui se crée dessus. Enfin, j'exagère, mais c'est sérieusement, parce qu'il y a des offres, littéralement toutes les minutes. Je suppose beaucoup plus. Alors, imagine Facebook, avec 2,4 milliards d'utilisateurs. C'est génial, parce que aussi, c'est le consommateur qui crée le contenu. C'est pas les seuls, hein. Facebook, Twitter, YouTube, tous les réseaux sociaux, basiquement. Tu vois, tous les sites de vente. C'est un site à but commercial, donc c'est... Oui, mais Le Bon Coin, même chose. Non, je me disais. Comment il s'appelle, eBay, exactement le même principe. Tu peux normalement, mais ils le font pas, les gens. Personne. Ouais. Techniquement, tu as ton accès en tant que vendeur pour mettre à jour tes photos, tes produits, tes machins. Personne ne le fait. Bah si, Très très peu de personnes. qui va pour mettre les produits. Oui. Si, c'est au vent. C'est C'est l'expérience chez Jumia, c'est à nous de faire. Oui, encore une fois, je ne dis pas qu'il n'existe pas. C'est récent. Non, ça fait des années que c'est comme ça. Avant, ils venaient sur place, ils faisaient le shooting et tout. Oui, mais parce que personne ne le faisait, ils ont dû le faire eux-mêmes. Ça, c'est une option. Donc, après, ça y est, chez du Avant, non, ils venaient chez nous, on a travaillé déjà avec eux, enfin, c'était en 2015 ou après. Ouais, ça fait longtemps. Parce qu'il n'y avait pas assez de... Oui, oui. C'est ça. Ils ramenaient tout le monde. Jumia Food, ils le font toujours pour les clients. Parce que les restos, ils ont vraiment rien à battre que de remplir l'information ou pas. Ils ne savent même pas s'ils sont ouverts ou pas ou fermés. Le barrage, j'ai dû changer 3 fois de commande et Bintlata, ils étaient fermés. Je me best roche de barrage de sandwich. Bref.
Donc, on était à fast, très bien, parfait. Next. Non, trop next. Reviens. 3, 4. Voilà. Pages with valuable content are accessible through a shallow internal link structure. Très bien. Thorough. Donc, sur votre site, vous avez des liens internes, des pages à vous qui mènent vers d'autres pages à vous. Il faudrait que la distribution des liens en interne dans votre site soit très homogène. Parce que si j'ai une page qui n'a qu'un seul lien dans tout le site qui pointe vers elle, alors que toutes les autres ont 10, 20 liens qui pointent vers elle, cette page aura très très peu de chances d'être visitée et d'être découverte. Et du coup, elle va recevoir très très peu de trafic, du tout très très peu de signaux, et du coup, elle ne va pas être très puissante en termes de SEO. Pour ça, sur les blogs, énormément, ils mettent toujours. Exactement. Qui pointe vers là, 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 dans tous les sens, ça doit partir dans tous les sens, là, ça. Tu auras le temps de faire tout ça. Si tu construis ta stratégie dès le début, ça devient très très facile de prévoir tout ça. Quand tu écris ton article, tu sais que tu as un tableau avec tous les autres articles que tu as écrits avec différents sujets. Donc tu sais que de cet article, tu dois pointer vers au moins 1, 2, 3, 4. C'est une question de structure et d'avance. C'est comme si je te disais, sérieusement, tu fabriques de la draperie, comment tu dis des draps. Tu fabriques des draps, tu as le temps de faire ça. Khidma. Oui. Si on veut avoir de bonnes choses, il faut bosser, quoi. Mais idéalement, c'est de le faire par un spécialiste, non? Ou bien d'apprendre les bases pour savoir au moins est-ce que le spécialiste est vraiment en train de faire du bon boulot ou pas. C'est ça. Alors, mis à part la rédaction des articles et tout le reste, de faire. En fait, tu fais, techniquement, on sort de la partie SEO et on va vers ce sujet, par exemple. Quand est-ce que je recrute, quand est-ce que je fais moi-même, quand est-ce que j'externalise. Non, mais justement, c'est trois possibilités. Je peux faire moi-même, recruter, externaliser. Donc là, ça va dépendre de plusieurs critères. Le critère numéro 1, est-ce que je sais le faire? Est-ce que je le fais bien? Est-ce que j'aime faire ce truc? Est-ce que j'aime... Est-ce que tu as le temps aussi? Et est-ce que j'ai le temps? Donc, si la réponse à toutes ces questions, je peux le faire. Quand on sait qu'on peut et qu'on aime, on trouve le temps. C'est ça. Il y a aussi un autre critère. Est-ce que j'ai les moyens de recruter ou d'externaliser? Si j'ai pas les moyens, j'ai pas le choix. Je fais ça, quoi. Est-ce que c'est une priorité? Hein? Est-ce que c'est une priorité? SEO. Tu peux ne pas la mettre. SEO n'est jamais une priorité jusqu'à ce que c'est trop tard. Tout comme la veille, tout comme, je sais pas, la santé, tout comme, voilà. C'est le genre de conneries, si tu peux ne pas en prendre soin, tu vas vivre très très bien pendant très très longtemps, mais le jour où il y a un pépin, voilà, c'est trop tard, en général. Non, mais c'est vrai, pour une priorité stratégie réseaux sociaux, SEO, ça se trouve où si on compare à tous les autres? Justement, le SEO, c'est quelque chose qui va donner des résultats en moyen et long terme. Le SEO, c'est instantané. La publicité, c'est instantané. C'est pour ça que la majorité des gens vont aller d'abord vers ces résultats. Parce qu'on a un business à faire tourner, on doit faire rentrer du fric maintenant. Donc le meilleur, c'est commencer avec la pub et travailler sur la SEO. L'avantage du SEO, tu peux baser toute ta stratégie sur écrire un article par mois. Franchement, écrire un article par mois, c'est pas du tout la fin du monde. Et en externalisant ça, tu payes un journaliste, tu lui dis, voilà, je peux parler de ce sujet avec le mot A, B, C, D, E, F. Ça va te coûter 2000 balles. Tu vas voir ton article une fois par mois. Donc toute l'année, ça va te coûter 12 fois 2000 balles, qui est 24 000 dinars. Au terme d'investissement, c'est zéro pointé. Oui, mais Au bout d'une année, tu as 12 articles. Oui, mais la manière dont... C'est pas écrire des articles juste pour écrire, je pense qu'il faut du copywriting, toute une... C'est pour ça que j'ai parlé d'un journaliste. Ah, oui. Un journaliste, je lui donne le sujet, je lui donne les mots-clés à inclure. Oui, mais après, un journaliste, c'est très vaste. Il faut quelqu'un qui... Je pense que la rédaction, il vaut mieux la faire soi-même parce que c'est... Et ça dépend. Moi, par exemple, moi je ne me laisserai pas moi-même écrire les articles. Je pense qu'on maîtrise mieux son sujet, non? Je peux maîtriser mieux mon sujet, je ne sais pas forcément écrire. Quand je dis écrire, je sais écrire. C'est ça, je suis allé à l'école, j'arrive à lire ces trucs-là, j'écris des présentations et tout. Mais je ne sais pas forcément écrire de manière à donner envie aux gens de lire. C'est ça le but du jeu. Parce que c'est pas juste faire plaisir à Google, il faut que ça fasse plaisir aux gens pour que ça puisse faire plaisir à Google. Donc, c'est pour ça que je préfère aller vers un journaliste directement. Au début, quand je ne sais pas, je vais prendre le premier journaliste qui me tombe sous la main. Ensuite, je vais apprendre de mes erreurs et choisir des journalistes qui sont dans le domaine, qui ont une belle plume, qui ont un style, qui maîtrisent le sujet, etc. Mais trouver cette perle de journaliste, pas forcément évident non plus. Ceux qui font du SEO, peut-être qu'ils vont aussi
ce package, il propose le copywriting et ce qui est le code. Enfin, après, Pas forcément tous. Ouais. Et c'est pas parce qu'ils font du SEO qu'ils font du SEO. Je dis ça, je dis rien. Donc, voilà, donc avoir plein de liens internes qui distribuent un peu partout. De quoi? Si. Ah, pardon. Thin content. Parce qu'en fait, j'ai vu thin content, je me suis rappelé que j'en ai parlé, je pensais que. Donc, thin content, contenu pauvre. Duplicate content, contenu dupliqué. Spider traps, j'adore ce truc. Donc, des pièges aux robots de Google. Et vous allez voir comment ça se passe. Ou infinite loops are eliminated. Donc, les spider traps, en général, c'est les infinite loops. Par exemple, sur mon site, j'ai un lien qui mène vers telle page. Sur cette page, il n'y a que le lien qui sort de ma page. Et j'ai éliminé même le menu Fora. Chose très très courante quand on fait des landing pages. Donc, je fais une landing page pour mon produit. Je ne veux pas qu'il aille ailleurs, je veux qu'il reste sur cette page, donc j'élimine mon menu. Et du coup, j'ai un seul lien sur cette page qui mène vers une autre landing page pour un autre produit, ou pareil, il y a un seul lien qui mène vers la première page. Et du coup, le spider, il va juste aller de page à page, et c'est une boucle infinie, et c'est un piège à machin. Un piège à spider à Google. Et du coup, ça, Google, il déteste ça. Tu es en train de lui faire perdre du temps et de la ressource. C'est du fric, ça, pour Google. Et donc, il va blacklister ta page. Carrément. Ouais. Donc, évitez ça. Donc, les outils dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'a semblé chez tout, ils détectent ce genre de truc et ils te les signalent et tu peux corriger ça. Donc, pages should be optimized to display cleanly and clearly on any device, even at slow connection speeds. Donc, c'est évident, il faudrait que ce soit charge rapidement et que ce soit responsif sur tous les différents types d'écrans. Et même prendre en compte, justement, les pays comme les nôtres où on a une conversion toute pourrie. Donc, pensez aux gens qui... Pensez à l'Algérie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la connexion n'est pas bien. C'est bien sûr, on est direct. Voilà. Donc, justement, nous, on devrait penser à ça en priorité parce qu'on sait à quel point la connexion est pourrie. Donc, voilà, je te mets une vidéo en autoplay sur ma page, sur mon background. Voilà, c'est de fou. Tu te rends compte en combien de temps ça va prendre pour charger ce truc? Bref, donc voilà. Hello. Use HTTPS and make your site secure. S stands for security. Donc, l'HTTPS, pour pouvoir l'avoir, il faut avoir un certificat SSL. Le certificat SSL, en général, maintenant, tous les hébergeurs le proposent gratuitement. Et même s'il n'est pas gratuit, vous pouvez aller chercher, je ne me rappelle plus son nom, mais Free SSL. Vous pouvez le télécharger, c'est un fichier à mettre sur votre hébergement et vous sécurisez votre truc. C'est juste à renouveler une fois chaque année. C'est pour ça que tu as dit annuel. Pardon, parce que je pensais que c'était lui. Voilà. Bref, donc voilà, vous le mettez parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas d'HTTPS sur Chrome par exemple, il vous dit ce site n'est pas sécurisé, vous ne devriez pas le visiter. Il faut aller cliquer. Ne connaît pas c'est quoi la différence, il va directement cliquer. Ah ben oui. Ah, moi, personnellement, je connais la différence et je ne vais pas cliquer. Hein, parce que je ne sais pas un gars qui n'utilise pas l'HTTPS aujourd'hui sur son site, je ne sais pas quelle autre connerie je vais trouver dessus. Et ben, récemment, il y a eu par rapport à ça, une banque en Algérie, un mois sans SSL. Une banque? Oui. Tu connais la SATIM? Oui, je sais. Très bien. C'est jusqu'à présent, Oui. ils n'ont toujours pas sécurisé. Il y a Wizara qui est un ministère. Mais ça, c'est un standard en Algérie. Du coup, tu vois, c'est ce type de site qui n'en ont pas. Donc, je ne vais pas cliquer dessus. Bref, part 6, la dernière partie, link building. Donc, comment faire en sorte que les gens mettent des liens dans leur site qui pointent vers mon site. Donc, d'après vous, comment je fais pour... si moi j'ai un site et vous, toutes et tous, vous avez des sites ici, comment je vais faire pour faire en sorte que vous pointiez des liens vers moi? De quoi? Du cross-marketing. Ah, des opérations en commun avec vous. Possibilité, oui. Quelqu'un d'autre? Je sais pas, c'est pas du native ads. Native, ça, ouais, mais Google détecte ça. Des partenariats. Des partenariats, cross-marketing, same. Vraiment, il faut que tu répondes à une question, c'est la pause. Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui fait du blog, par exemple, il va vers un pays, peut-être qu'il ne connaît pas. Il a vu que vous faites le contenu. Très bien, j'ai du contenu intéressant pour toi. D'accord, voilà. Ouais. C'est bien ça. Yes. C'est-à-dire que tu peux, toi, aller fouiner quels sont les blogueurs qui sont les plus référencés sur le domaine qui sont Yes. au tien.
et utiliser leurs mots-clés. Possibilité. Merci, c'est bon. C'est bon? Yes. De la Donc, même manière que sur les réseaux sociaux, tout simplement. principalement, si on va prendre les trucs que vous pouvez faire sur cette partie-là, c'est créer du bon contenu qui va automatiquement être utilisé par d'autres sites pour appuyer leur argument. Donc, si vous avez assez d'autorité, par rapport, si vous couvrez bien le sujet, c'est riche en données, bien présenté, etc., automatiquement, des gens vont vous reprendre. Comme il a dit. Exactement. Et C'est par exemple, quand vous faites un article aujourd'hui, les articles scientifiques. Donc, à la fin, tu as des références. Je deviens une référence. Les gens vont me citer. Donc ça se construit avec le temps. En attendant, comment je vais faire? À chaque fois que je vais pondre... Oui. C'est obligé que ça soit des blogs, par exemple, vraiment techniques. Non, 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 non. Les t-shirts, je vous parle vraiment comment la technologie marche. Tu peux me parler de ça. Si tu me parles de la partie technologie, tu vas intéresser des gens qui parlent de technologie. Tu vas me parler de t-shirts et de techniques de comment on va coudre les trucs. Tu vas intéresser les gens qui sont dans la couture et dans le fashion en général. Si tu vas parler de la partie impression, couleur, etc., tu vas attirer les artistes. Vraiment, si mon objectif c'est de toucher plus de personnes, je parlerai déjà l'audience. Alors, toi, ton objectif, c'est les gens qui visitent ton site. Donc, tu vas t'adresser aux gens qui veulent acheter tes t-shirts, potentiellement. Ensuite, comment tu vas faire pour attirer des gens qui vont pointer des liens vers toi? Justement, c'est ce dont j'avais parlé. Au début, personne ne te connaît. Donc, ce que tu vas faire, c'est ce qu'on fait en général, traditionnellement, qui est de la relation publique et de la relation presse. Donc, relation publique, relation presse, c'est il faut que tu connaisses les journalistes, que tu connaisses les gens bien placés. C'est ça. S'il vous plaît, donnez-moi un lien. Regardez, j'ai un article super. Ça pourrait vous intéresser. S'il vous plaît, donne-moi un lien. Et tu fais ça 100 fois, tu vas en avoir 2. Mais ça fait 2 liens. Pour les débuts. C'est ça, tu vois. Et c'est comme ça que tu commences à les construire. Mais tu commences à construire des relations avec tous les gens qui ont des sites. Justement, les outils dont j'ai parlé tout à l'heure, ils te font ça, ils te mâchent une partie du travail. Au début, tu vas leur donner ton site, tes concurrents, tes mots-clés, etc., tous les détails du monde sur toi pour pouvoir t'aider à faire tout le travail qu'on a vu avant. Mais à travers ça, ils vont détecter tous les autres sites qui parlent du même sujet que toi. Donc, tous ces sites-là, vu qu'ils parlent du même sujet que toi, il y a possibilité qu'ils te donnent des liens si tu fais des trucs qui les intéressent. En deuxième lieu, ils vont te scanner tous les sites qui ont déjà donné des liens à tes concurrents. J'allais dire. Oui. Parce qu'il n'y a pas cette notion de concurrence. Mais justement, non, mais il y a des concurrents directs. En SEO, le concurrent, c'est pas quelqu'un qui fait la même chose que toi. C'est quelqu'un qui se classe sur les mêmes mots-clés que toi. D'accord? Systématiquement, Non, pas du tout. Ah ouais? Par exemple, coworking space. Ouais. Tes concurrents, c'est les autres coworking space qui existent sur Alger. Parce que si on a un autre sur Annaba, c'est pas trop ton problème. Donc, mais sur le mot coworking, les gens qui vont se classer avant toi, c'est pas d'autres coworking, c'est Watkins. Watkins, c'est pas ton concurrent. Et même Space. Non, non. En quoi est-ce une concurrence? Par contre, sur le moteur de recherche, c'est ton principal concurrent. Tu vois? Par exemple, quel est le principal concurrent de Nescafé? Les cafés solubles. Faux. L'eau et la limonade. Et les boissons énergétiques. Les gens boivent de moins en moins de café et de plus en plus de boissons énergétiques. C'est un problème pour Nescafé. Ouais. Là, c'est direct ou indirect? Dans le cas Hadaya, c'est un concurrent direct. Avant, je vendais 10 packs par jour. Aujourd'hui, je vends 8 packs par jour. Les 2 packs Hadoma... Hey, salut tout le monde! Et ça, je ne pouvais pas faire ça avec l'appareil photo. Ouais. Avance, C'est un avantage. t'as vu? Donc, on disait... Oui, il me donne la liste de tous les sites qui parlent des mêmes sujets que moi. Qui parlent des mêmes sujets que moi, ils peuvent pointer vers moi. La liste de tous les sites qui pointent vers mes concurrents directs, ceux qui font la même chose que moi. Donc, s'ils ont pointé vers eux, ils pourraient pointer vers moi. Donc, je vais aller checker pourquoi ils ont pointé vers eux. Si je trouve qu'il y a une opportunité, je peux l'exploiter. Je vais aussi aller voir tous les sites qui m'ont déjà mentionné, mais n'ont pas mis un lien. Là, j'ai déjà une touche avec eux, ils m'apprécient, ils ont déjà parlé de moi. Si c'est positif, si c'est négatif. Voilà. Bref, je les contacte, je leur dis s'il vous plaît, si vous pouvez rajouter le lien, Instagram, merci. Voilà, et... Oh oui. Mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, rajouter le lien? Ça m'aiderait beaucoup. Voilà.
Ça, c'est pas systématique, mais tu as plus de chances que tu contactes quelqu'un qui ne sait même pas qui tu es. Oui. Et en dernier, tu as tous ceux qui avaient déjà... J'ai pas filmé un truc, c'est terrible. Donc, on a fini. Thank you. Merci Ayman. Merci à toi. Donc, pour Merci le à dôme, Samuel. merci de nous avoir accueillis. Merci à toi. Merci à tous d'être venus et à très très vite. Merci. Ciao.